Bonjour et hallo à toutes et à tous, je m'appelle Hélène Cole, je suis journaliste franco-allemande et aujourd'hui j'enregistre avec Gabrielle un épisode de Berlin de toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Berlin de toi, le podcast qui tire le portrait en français, en anglais ou en allemand des personnes engagées, inspirées et inspirantes qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle et depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes et entrepreneurs dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Excellente écoute et à tout de suite. T'es prête ? Ouais, c'est bon. C'est parti. Hélène Cole, bienvenue. Presque 2 ans après notre première, première interview, premier podcast, premier enregistrement, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Oui, il s'est passé beaucoup de choses pour ma petite vie et aussi pour l'évolution du podcast avec un cas dont on avait beaucoup parlé dans le premier épisode et puis dans le monde. C'est ce que j'allais dire. On avait commencé le premier épisode qui va être diffusé à l'occasion de la diffusion de celle-ci avec le livre que tu avais écrit, Une vie de pintade à Berlin. Et en le réécoutant, je me disais, on s'est vraiment beaucoup éloigné, je pense, de ce Berlin-là que tu racontais et que tu avais découvert il y a plus de 15 ans. 20 ans, on peut le Oui, dire. maintenant, ça y est, plus de 20 ans. Et en même temps, tu vois, on est aujourd'hui, donc on enregistre dans un super studio super sympa au Holzmarkt. Et quand j'ai écrit le livre, cet endroit existait déjà, il s'appelait Bar 25. Et à l'époque, on craignait déjà la disparition de ces lieux. Alors, les choses ont quand même beaucoup évolué. Mais le fait qu'un lieu comme celui-ci, le Holzmarkt, subsiste encore aujourd'hui, même si quand on regarde l'autre côté de la Spree, on voit que l'endroit où il y avait l'autre bar d'en face qui s'appelait le Kiki Blofeld, c'était un peu les deux bars concurrents. Le Kiki Blofeld, lui, a disparu. Il y a eu des immeubles qui se sont créés sur l'espace qui était celui de ce bar. Donc voilà, on a vraiment les deux facettes de ce Berlin, d'un côté et de l'autre de la Spree, sur quelques centaines de mètres carrés en fait. Et en plus, le Holzmarkt est, je trouve, un bon exemple parce qu'il reste très vivant. C'est pas devenu un musée où que tu n'as plus le droit de rien toucher et c'est juste de la visite. Mais ça reste un lieu vivant qui est resté dans le jus de ce qu'il y a pu avoir avant. Absolument, il est resté dans le jus et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est hyper transgénérationnel. Quand tu y vas, tu vas avoir des très jeunes personnes, puisqu'il va parfois y avoir même des enfants ou des jeunes, des étudiants Erasmus qui ont autour de 20 ans. Et puis des familles donc avec des ados, des pré-ados, et parfois même la génération des grands-parents qui va se retrouver là, des gens qui ont 60, peut-être 70 ans, qui viennent peut-être juste boire un verre à la tombée du jour l'été. Et je trouve que ça reste vachement bien, parce que moi, c'est ce qui m'avait vraiment plu et marqué la première fois que je suis venue à Berlin. Donc, c'était encore le siècle dernier. Ça m'avait vraiment frappé en 97 et surtout 99 quand j'ai commencé à étudier à Berlin. Le côté pas du tout cloisonné de la ville. Il y avait effectivement encore des restes de Berlin-Est, Berlin-Ouest, évidemment. Mais malgré cette division, je dirais, géopolitique, il y avait dans le métro un punk assis à côté d'une vieille, à côté d'une femme voilée. Tu pouvais rencontrer des gens très différents dans une même soirée. Et cette mixité, qui pour moi était tellement propre à l'identité de Berlin, elle est quand même un petit peu préservée ici, je trouve, au Holzmarkt. La proximité aussi du Yam à côté fait qu'il y a aussi une population plus bigarrée, de plein d'origines différentes qui traînent dans ce quartier. Il y a le centre de danse aussi à côté avec Sacha Valls. Donc on a quand même un mix sur une artère qui était quand même très impersonnelle au début. Dans les 99-2000, c'était vraiment ultra moche, quoi. Et en fait, ils ont réussi à créer, parce qu'on avait cette grosse rue, la Spree, avec des espaces en friche complète, en fait. Et là, ils ont quand même réussi à créer un espèce de quartier de culture et de sorties et de fêtes qui est, à mon sens, relativement, comme tu disais, dans son jus encore aujourd'hui. Donc, on va voir comment ça va être maintenu, si c'est maintenu. En tout cas, on en profite tant que c'est là, j'ai envie de te dire. Je pense que c'est la meilleure. On soutient les gens qui sont là et on en profite. Alors, pour commencer, je te propose qu'on revienne sur le podcast parce que il y a eu des évolutions en plus d'1 an et demi, 2 ans. Et tu as été décorée par plusieurs prix également. Il y a eu des soutiens que tu as reçus à un moment, puis il n'y en a plus, puis il y en a eu de nouveau. Plusieurs fois, il avait été question peut-être de est-ce qu'on arrive à la fin
ou est-ce que le média va devoir s'arrêter? Mais non, le podcast est toujours là, toujours plus fort avec de nouvelles idées. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé? Alors, petit, je sais pas, parce qu'il Oui. s'est passé vraiment beaucoup de choses. En fait, déjà, l'année dernière, l'année 2025, il y a eu donc les élections anticipées en Allemagne. Et effectivement, le podcast, il a été créé en 2021, au moment des élections législatives de septembre 2021. Et là, on se retrouvait un peu avant la date prévue avec de nouvelles élections. Et c'est clair que c'est, je dirais, le public cible du podcast, c'est les gens qui veulent comprendre la politique allemande et l'alternance au pouvoir. Et donc l'année 2025 a fait exploser les compteurs des écoutes parce qu'effectivement, les gens se sont retrouvés, le public francophone en quête d'informations sur l'Allemagne a identifié le podcast. Il y a même eu un petit article dans Télérama il y a 1 an, en février l'année dernière, pour dire si vous êtes intéressé par la politique allemande, suivez le podcast avec un K. Et donc il y a eu une envolée des écoutes en février l'année dernière. Et une grande partie des auditeurs de ce moment-là ont choisi de s'abonner et donc sont encore là. Donc on a eu plus 65% d'écoute sur l'année 2025. Je dis on, parce qu'en fait, c'est moi qui suis derrière le micro, mais il y a avec moi tout ce soutien éditorial de tous ces chercheurs francophones, ici en Allemagne ou en France, qui travaillent sur l'Allemagne, qui sont mes invités réguliers au micro. Je peux par exemple citer l'équipe du DFI. Le DFI était avec moi au tout début dans l'aventure du podcast. Il m'a soutenu, il a même financé la première saison. Et puis depuis la saison numéro 2, le podcast est complètement indépendant, mais je travaille encore avec eux parce qu'ils ont une expertise, une analyse, un carnet d'adresses. Et c'est une sorte de conseil éditorial, même s'ils n'interviennent pas dans tel épisode, je vais les appeler en disant je vais parler du Mercosur et des tensions franco-allemandes. Est-ce que quels sont les points importants à retenir? Quels seraient les interlocuteurs à interroger, etc. Et ça, je le fais aussi avec maintenant d'autres chercheurs, d'autres institutions, puisque pour l'année dernière, pour l'année 2025, en me disant, voilà, on a des élections anticipées, il faut élargir ce cercle d'experts. Et donc, j'ai travaillé avec des gens de la Fondation Genshagen, avec des gens du CERFA à Paris, donc c'est le Centre d'études des relations franco-allemandes au sein de l'IFRI. Donc, c'est pour ça que je dis on, mais c'est vrai qu'à la base, le podcast, c'est mon produit, mon bébé, le copyright m'appartient à 100%. Donc ça, c'est l'envolée des chiffres, au point que la semaine dernière, ou il y a 10 jours, enfin là, début février, j'ai reçu une notification de Apple Podcast indiquant que le podcast était passé dans le top 50 des produits, donc actualité, analyse. Donc news, analyse Germany, donc on est, voilà. Et j'ai même atteint le 4 février la 26e place des charts. Yes. Ce qui fait du podcast, je pense, le premier podcast francophone d'Allemagne. Mmh. Oui, sûrement. Voilà. Et C'est donc, sûr. j'ai pas les chiffres, je possède pas, j'ai pas accès à des chiffres exhaustifs parce qu'il y a une multitude de plateformes, il y a des gens qui peuvent écouter tout simplement sur un site internet, etc. Mais effectivement, ça, c'est le game changer de l'année dernière. C'est le fait que le produit est devenu un petit peu incontournable. Quand on veut se renseigner et apprendre des choses sur l'Allemagne, les gens savent que ce produit existe. Après, ils le suivent ou ils ne le suivent pas. Peut-être que ma voix les agace, peut-être qu'ils ne veulent pas s'informer avec moi, mais au moins, ils savent que le produit existe. Et ça, pour moi, c'était le but, en fait, au début. C'était savoir dire aux gens, il y a ce format qui est là et devenir une sorte de média de référence sur l'information allemande en français et sur les relations franco-allemandes. À la base, c'est comme tout. Tu peux avoir un excellent produit. Si les gens ne l'écoutent pas, ne le connaissent pas, etc., ça reste toujours assez limité au produit créé en tant que tel. Donc, c'est quand même assez génial comme reconnaissance. On en avait déjà parlé dans le podcast. J'étais en mode, on a une chance extraordinaire d'avoir quelqu'un de ton niveau, avec ton vécu et ton expérience, pour nous raconter l'Allemagne, quel que soit notre niveau de compréhension. Puis, En fait, je crois que c'est ce que j'ai compris aussi l'année dernière. C'est qu'en fait, moi j'ai une formation journaliste classique en France, j'ai fait Sciences Po après une école de journalisme, et donc j'étais quand on m'a formée au journalisme au début des années 2000, objectivité, neutralité, le journaliste est en retrait, etc. Et en fait, l'année dernière, j'ai compris que les gens suivaient le podcast parce qu'ils voulaient m'écouter, moi, leur expliquer les lendemains des élections allemandes, et moi, leur expliquer ce qui s'était passé tel jour au Bundestag quand Friedrich Merz a décidé de voter une motion avec l'AfD. Et c'était ma vision qui les intéressait. Et une de mes consoeurs et collègues, dont on va reparler sans doute, Cécile Boutelet du Monde, qui m'a beaucoup aidée l'année dernière, m'a dit, mais en fait, il faut que tu comprennes que tu es devenue une influenceuse du franco-allemand. Et que le podcast est devenu un outil, un
pas seulement un outil pour avoir des informations sur l'Allemagne, mais aussi un outil d'identité de la société civile franco-allemande, en fait, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et ça, j'ai eu un peu du mal parce que moi, je suis toujours cachée derrière un micro. Là, le fait qu'on enregistre, c'est un grand avec une caméra. C'est un changement pour moi. Moi, j'ai toujours privilégié le fait d'être cachée derrière le micro et d'être sur un positionnement assez, je dirais, pro, comme on m'a appris ce que c'était d'être pro. Et aujourd'hui, je réalise que dans un monde médiatique sous pression pour plein de raisons, l'IA, les pressions financières, etc., les gens peut-être recherchent, parce qu'ils sont en quête de confiance, Exactement. quelle confiance j'ai dans l'information. Ils recherchent des personnes de référence en disant je sais que peut-être que j'aurai pas toutes les informations sur les élections dans le Bade-Württemberg, dans l'épisode qu'Hélène va produire en mars 2026, mais c'est son regard sur ces Exactement. élections qui m'intéresse. Et après, ce que je devrais plus faire, je pense, c'est mettre aussi des mentions sous les épisodes pour renvoyer à d'autres sources si les gens sont vraiment intéressés sur le sujet qui est le thème le sujet du podcast de l'épisode, en fait, pour qu'ils aillent plus loin en quelque sorte. Je l'ai pas trop fait jusqu'à présent et j'apprends encore. Non, mais parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus, comme on va en parler aussi sur l'information. Moi qui ai grandi avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., je pars du principe qu'une information, a priori, si tu croises beaucoup de médias, ou je ne sais même pas comment le dire, tu vas arriver à la vérité d'une information d'une manière ou d'une autre. Et après, la question, c'est par contre, qui te le présente ? Quelle est l'idée derrière la personne qui te présente ? Est-ce que c'est dirigé ? Est-ce que c'est orienté ? Et d'avoir des personnes bien identifiées, qui sont des humains, on ne demande pas des gens parfaits, mais on sait pourquoi tu vas dire, on sait quel est ton positionnement, par exemple, au franco-allemand, quel est ton vécu journalistique, quelle est ta méthode d'analyse. Moi, me procure plus de confiance d'aller écouter cette information chez toi que de prendre quelque part d'autre où j'aurais besoin peut-être de croiser un peu plus d'informations. J'aime bien prendre... Ça me fait plaisir. Non, mais j'aime bien prendre l'exemple de l'économiste Charles Gave, que tu connais peut-être. Chacun peut avoir... En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des gens dont tu suives la méthodologie et tu comprends une partie de leur manière de penser. Donc après, tu prends avec des pincettes, avec la distance, avec ton propre vécu, ta sensibilité ou peu importe, par rapport à des orientations politiques ou quoi. Mais au moins, tu sais d'où vient l'information. Et si en plus, ce sont des gens hyper rigoureux qui font des recherches, etc., a priori, tu vas pouvoir leur faire un peu plus confiance que n'importe où d'autre où tu en reçois, quoi. Ouais, alors moi, j'attends pas que les gens soient 100% d'accord avec mon positionnement. Alors j'essaye autant que possible dans les épisodes de garder quand même cette posture d'objectivité, c'est-à-dire de dire, par exemple, là, un des épisodes du début de l'année sur expliquer pourquoi l'Allemagne défendait l'accord avec le Mercosur, alors qu'en France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde était contre. Et ça me semblait assez dingue de réaliser que après des décennies de travail en commun en France et en Allemagne, ensemble en franco-allemand, des relations quotidiennes entre les ministères, entre les secrétaires d'État, entre des communes, entre des groupes, des fédérations, des agriculteurs, comment on arrivait à ce que ces deux pays qui travaillent ensemble comme aucun autre pays dans le monde, on pouvait arriver à deux positions si différentes. Au point même que lors du sommet européen de fin décembre, la délégation allemande a dit on va même plus essayer de discuter avec les Français, ça sert à rien. Je me suis dit que c'est un énorme Armutszeugnis, comme disent les Allemands, donc un énorme aveu d'échec, de même pas d'être sur deux positions si différentes. Alors le franco-allemand, c'est toujours à la base, on n'est pas d'accord par principe, et finalement on trouve une position commune. Et là, au bout de 25 ans, on n'était même pas capable de trouver une position de compromis commune. Et les deux étaient d'ailleurs pas très satisfaits du compromis final trouvé par les Européens, mais du côté allemand, on l'acceptait, côté français, on le rejetait en bloc. Et donc, j'ai essayé dans cet épisode de présenter pourquoi l'Allemagne avait cette posture, en fait. Il ne s'agit pas de dire, moi, si je suis pour ou je suis contre cet accord. Il s'agissait de dire, voici la position de l'Allemagne. Alors, j'ai eu quelques commentaires de gens qui disaient, vous défendez trop le texte. Je dis, non, mais l'Allemagne est pour ce texte. Donc, moi, je suis en train de vous donner des clés d'explication pourquoi l'Allemagne défend ce texte. Alors que, côté français, ça semble complètement incompréhensible, en fait, absurde. Et j'ai même un interlocuteur qui m'avait dit, côté français, on a l'impression qu'on est débile si on soutient le Mercosur, quoi. Il dit, et d'un autre côté, en face, on a la France, et on a l'Allemagne, pardon, qui, elle, le soutient. Donc, est-ce que l'Allemagne entière est complètement débile de soutenir ce truc ? Donc, c'était l'idée de l'épisode d'expliquer. Et après, les gens, ils se font leur propre idée. Les gens, ils vont voter ensuite
pour tel ou tel parti aux élections en France, en Allemagne, mais ils peuvent avoir juste pris des informations en écoutant le podcast, comme ils ont pris des informations en lisant le journal ou en écoutant la radio ou en regardant peut-être un documentaire à la télévision. Et ensuite, c'est ça, tu te fais ta propre opinion. Moi, il ne s'agit pas d'être un média d'opinion. Mais je crois que ça, c'est important de dire. Un média peut être un média généraliste, sérieux, fondé, professionnel, tout en incarnant aussi quelque chose. Et ça, c'est ce que j'ai compris l'année dernière, c'est qu'en fait, moi, j'incarnais aussi du fait de mon parcours franco-allemand, de ma personnalité, de mon expérience professionnelle, j'incarnais en fait une sorte de regard sur le franco-allemand que les gens, finalement, avaient envie de suivre. Exactement. Et ça, c'est donc Cécile Boutelet qui me l'a dit. Donc Cécile Boutelet, elle est ici à Berlin la correspondante du Monde pour les affaires économiques. Donc c'est elle qui suit l'économie de l'Allemagne essentiellement. Elle est journaliste indépendante, mais elle travaille depuis tellement de temps au Monde voilà, elle est présentée comme correspondante du Monde sur ces questions économiques. Et donc c'est elle qui a reçu un prix l'année dernière pour son travail depuis des années en tant que correspondante économique pour Le Monde, avec Michaela Wiegel, qui est elle la correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris depuis des années et des années, plus de 20 ans. Et donc, elles ont toutes les deux été honorées d'un prix pour leur travail de journalisme. Donc, je crois que c'est leur travail le journalisme de qualité au fil de toutes les années et les rapprochements franco-allemands. Donc, elles ont obtenu le prix Elsie Kuhnleitz. Et donc, elles ont été honorées de ce prix prestigieux. Et donc, le prix est doté de 10 000 euros. Et elles ont décidé, donc c'est dans les statuts du prix, hein, les lauréates doivent remettre la dotation du prix dans un projet franco-allemand qu'ils ou elles souhaitent aider, soutenir. Et donc, elles ont toutes les deux décidé de remettre les 10 000 euros dans le pot, le trésor de guerre du podcast. Et ça m'a bien aidé, puisqu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, en septembre 2025, l'année dernière, j'avais plus du tout d'argent pour continuer cette aventure, en fait. Et donc, j'ai arrêté le podcast avec l'épisode du début septembre 2025. Et donc, mi-octobre, j'apprenais donc qu'il y avait 10 000 euros dans la caisse, et ce qui me permet notamment de financer une partie de cette saison 2026. Alors, avant de revenir là-dessus, une dernière chose. Sur le côté franco-allemand, en plus, ton positionnement, enfin, je veux dire, en tant que personne, ça me fait penser à la transmission. Tu sais, quand on a eu des professeurs, généralement, quand tu repenses à tes années d'études, tu te dis toujours « Ah, mais j'ai eu un prof extraordinaire parce que... » Et je pense que le fait d'incarner, je comprends le côté professionnel avec la neutralité et du coup que le texte, mais je crois qu'on est arrivé tellement dans un monde qui a besoin d'incarnation que ça me fait penser aux professeurs qui transmettaient super bien. Là. En fait, il y a un gros débat. En fait, ta question, c'est est-ce que le journaliste doit être neutre, est-ce qu'il doit être objectif ? Ou est-ce qu'il peut l'être et en étant incarné en plus ? Voilà, exactement. Et puis aussi, est-ce que tu peux dire je suis objectif dans ma présentation, je vous donne des faits et vous les avez, et en même temps, moi-même, je ne suis pas neutre parce que moi, je vibre pour le projet européen, les valeurs démocratiques des Lumières. Alors, on dit libéral en allemand ou en anglais. En français, tout de suite, c'est attaché au libéralisme économique, mais en fait, c'est aussi le libéralisme sociétal, en fait, avoir des libertés en tant qu'individu. Et quand on voit... Évidemment, le contre-exemple aujourd'hui, c'est l'évolution de la société américaine. Mais voilà, en Europe, en France, en Allemagne, il n'y a pas la peine de mort. On peut avorter, on peut aimer qui on veut, on peut avoir la religion qu'on souhaite, on peut faire des études gratuitement, on peut se faire soigner gratuitement. Et ces droits et ces libertés, j'y suis profondément attachée. Et je pense qu'il y a un vrai péril sur ces valeurs. Et c'est pour ça que je ne suis pas neutre dans mon positionnement. Je pense que le podcast, il est là pour renforcer l'idée de cette culture européenne et ces valeurs européennes. Et je pense que évidemment, l'Europe, on le sait, c'est un peu la tarte à la crème. Voilà, c'est le franco-allemand qui a créé l'Europe, la réconciliation franco-allemande, première étape vers l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, etc., etc. On peut contester peut-être cet enchaînement d'idées. Le fait est que sans la France et sans l'Allemagne ensemble, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc il faut, et pour faire les choses ensemble, il faut qu'on se connaisse. Je veux dire, l'exemple du Mercosur, pour moi, c'est une gifle en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans, 25 ans presque, que je suis journaliste et que j'essaye d'être un pont entre la France et l'Allemagne. Et je réalise que pendant ces 25 années,
on a, on a un malentendu énorme sur la question du libre-échange, sur la question de l'agriculture, sur la question du protectionnisme de l'agriculture. Les Allemands se positionnent très différemment des Français sur les questions agricoles. La France se positionne très différemment de l'Allemagne sur les questions de libre-échange. Et c'est très bien. L'Europe, c'est aussi la diversité, mais de fait qu'on ne soit pas arrivé à un compromis franco-allemand, c'est le signe qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, je pense que l'idée du podcast, c'est de dire si on veut faire des choses ensemble, il faut déjà qu'on commence à se connaître et pour mieux se comprendre. Déjà, il ne s'agit même pas de dire voilà, écoutez le podcast et vous allez comprendre l'Allemagne. Non, écoutez le podcast et vous allez connaître un peu mieux l'Allemagne. Et ensuite, une fois qu'on se connaît, on va pouvoir peut-être mieux se comprendre et ensuite faire des choses ensemble. Je pense que les énormes malentendus qu'on peut encore avoir en franco-allemand, c'est parce qu'on se connaît mal. Et donc, c'était vraiment ce positionnement-là qui était à l'origine du podcast en 2021 et qui, en fait, continue à être hyper à coûte, comme disent les Allemands. En fait, c'est hyper important de continuer et d'être sur ce positionnement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, grandit en moi au fur et à mesure du podcast. Et effectivement, il y a une fusion entre le produit et ma personne. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut maintenant désormais que je conceptualise et que j'accepte. C'est que j'incarne en fait ce produit. Et que même si parfois je me dis j'aimerais bien que tel épisode soit fait avec une autre voix, ou peut-être je prendrai des vacances un jour et que quelqu'un d'autre soit la voix du podcast en quelque sorte. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est moi. Et quand je suis en vacances, il n'y a pas d'épisode. Et par rapport à ça, tu disais que c'était un média, que tu voulais le faire évoluer. T'as quoi comme perspective d'évolution? Donc là, tu disais d'avoir peut-être différentes voix pour présenter les épisodes. Est-ce que ce serait aussi d'autres journalistes qui présenteraient des thèmes différents? Est-ce que ça pourrait être des éditos réguliers, ce genre de choses? Dans la structure actuelle, donc tu fais des saisons avec différents thèmes qui suivent l'actualité et parfois des épisodes spéciaux, que ce soit l'été ou à des moments particuliers. Alors, en fait, l'idée, c'est... Donc, au début, c'était vraiment prévu pour être 10 épisodes autour des élections de 2021. Donc, présentation des différents partis en lice, les programmes politiques, l'état de l'Allemagne à ce moment-là, etc. Bon. Après, on a suivi la mise en place du gouvernement donc de Ampelkoalition, la coalition tripartite de Scholz. Il y a eu les débuts de la guerre en Ukraine et donc plein de choses à expliquer en fait sur le positionnement de l'Allemagne. Et en fait, je réalise que autant je pouvais être seule avec le soutien éditorial donc de ce think tank, le Deutsche Institut en 2021, autant tenir, avoir un projet de longue haleine régulier, parce que je m'étais dit, je pense qu'en termes de mon regard, mon expérience journalistique me disait, pour suivre l'actu allemande, il faut faire un épisode 2 fois par mois. Donc tous les 15 jours, voici ce qui s'est passé, ou voici ce qui va se passer la semaine prochaine. Voici ce que vous devez savoir si vous voulez être bien informé sur l'Allemagne. C'est hyper lourd. Enfin, toi, 2 fois par mois. Moi, par ailleurs, je travaille pour d'autres médias. Mais évidemment, si je peux vivre à 100% de mon travail avec le podcast, si le podcast devient un média financé sur le long terme, je peux dans ce cas-là prévoir des épisodes vraiment très réguliers et très fréquents, puisque je peux me dire, j'embauche quelqu'un qui va faire toute la post-production, j'embauche quelqu'un qui va gérer tout ce qui est les réseaux sociaux derrière, et moi je m'occupe juste d'enregistrer l'entretien avec l'expert, et que voilà, si tu as une équipe éditoriale derrière, comme une rédaction. Évidemment, ça c'est le rêve. De me dire, voilà, on est 5 et on fait le podcast et chacun a un salaire correct et on tourne grâce à un modèle financier à définir. Actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, donc, je travaille avec des dons. J'ai évalué que je mets un épisode du podcast, c'est environ 5 à 6 jours complets de travail. Et pendant ces 5 à 6 jours, je ne travaille pas pour d'autres. Je ne vais pas aller faire un reportage. Je travaille de temps en temps pour RTL, je travaille un petit peu pour TV5 Monde. Je vais pas partir pour eux à ce moment-là. Donc, je ne gagne pas d'argent pendant ces 5 jours. Donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, ça se rentabilise ou ça s'équilibre. C'est pour ça que j'ai besoin de cet argent. Et je dis, il me faut une caisse de guerre. Il faut que je me dise, en gros, là, avec 10 000 euros, je peux produire jusqu'à l'été 2026 des épisodes régulièrement. Parce que je rentre dans mes frais, en quelque sorte. C'est aussi une position que j'ai eue dès le début. J'ai dit, je ne veux pas le faire gratuitement. Si j'ai plus l'argent dans les caisses, je ne produis pas. Parce que je pense que ça, c'est aussi important de dire que la gratuité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la valeur et de la valeur ajoutée.
dans mon produit. Et donc, l'écoute du podcast est gratuite, mais il y a une valeur. Et moi, en quelque sorte, j'ai besoin de me rémunérer, ou en tout cas de quantifier en argent, en comptant sur mon compte en banque, la valeur des épisodes que j'ai produits, en fait. Et puis, je suis mère de famille, il faut que je paye mon loyer accessoirement. donc, c'est aussi pour ça qu'en septembre, j'ai arrêté. J'avais plus d'argent et qu'il fallait que je travaille pour des médias, que je trouve des choses à faire qui me rapportent de l'argent, en fait. Et donc, j'avais besoin de me débloquer du temps pour renflouer mes caisses et me positionner. Alors, ça a été un peu un électrochoc. J'ai appris ensuite que Cécile Boutelet et Michaëla Wiegel avaient l'intention, avant l'arrêt du podcast déjà, de me remettre les 10 000 € de leur prix. De grandes dames du journalisme, récompensées pour leur travail professionnel et qui tout de suite ont dit, en fait, nous, on veut soutenir un autre projet, qui est un projet de journalisme, un podcast natif, complètement indépendant, complètement nouveau. Nous, on vient de 2 médias traditionnels, installés, conventionnels, Le Monde et la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et on soutient notre consoeur dans ce projet qu'elle porte toute seule. Donc, c'est quand même hyper classe de leur part. Et je m'y attendais pas du tout. Et quand elles l'ont annoncé au moment de la remise du prix, j'ai été vraiment submergée par les émotions, parce que c'était vraiment, pour moi, vraiment une bouée à laquelle m'accrocher pour relancer le podcast, en fait. Parce que je pense qu'on a besoin d'un format comme celui-ci. Donc, l'idée, c'est de faire progressivement, à terme, du podcast un média. Et donc, dans ce cas-là, avec une petite rédaction, avec un système, des gens qui s'occupent des finances, qui cherchent des financements pour qu'on puisse continuer les épisodes. On n'en est pas là. Il y a évidemment des possibilités de financement par le Fonds citoyen franco-allemand, par exemple. À plusieurs reprises, donc 2 saisons, a mis des sous pour soutenir quelques mois le podcast. Il y a quand même eu des dons privés. Alors, c'est ce que je voulais te demander. En ce moment, il y a quand même des grands titres, on va dire les gros titres de la presse qui présentent des milliardaires, des millionnaires qui rachètent des médias. Et des médias, donc des grosses... Des maisons, des gros médias installés, beaucoup de rédactions, généralement, où après, ils se font un peu le ménage. Et mon impression, quand je vois ça, c'est de me dire, en fait, du coup, on est en train de démanteler les grandes lignes, ou alors apparemment, il y a des directions qui sont données dans des maisons éditoriales qui, autrefois, étaient plus indépendantes. Et donc, ça veut dire que est-ce qu'on va vers quelque chose qui va être beaucoup plus morcelé, où du coup, tu auras des médias indépendants avec une voix, une trajectoire, etc. Et ce que je voulais te demander, pardon, je ne sais pas si ma question est claire du tout, comment le financement d'un média se fait en général? Et du coup, quelles sont les différentes manières qui existent de te soutenir comme média? Donc, il y a les différents fonds que tu as cités, il y a les dons privés. Est-ce qu'il peut y avoir une entreprise qui soutient le podcast? Alors, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans pour le groupe Lagardère. Donc c'est un industriel français qui possède des médias, effectivement. Le fait que des industriels possèdent des médias, c'est quelque chose qui se fait depuis hyper longtemps en démocratie et qui, la plupart du temps, ne pose pas de problème. Je veux dire, l'agence France Presse, il y avait l'agence Havas autrefois. Havas, c'est l'entreprise Havas qu'on connaît. Il y a toujours eu des financements tout simplement privés, de grands mécènes, de grands industriels qui disaient « je possède par ailleurs tel média parce que je crois à la diversité de l'information, je crois à C'est hyper important, en fait, d'avoir une information plurielle en démocratie. Que les gens puissent se dire « je peux acheter tel journal ou tel journal ou tel journal. Je peux écouter telle radio ou telle radio ou telle radio. » Après, il y a la charte de Munich, qui date de 1971, qui définit un peu ce qu'est un journalisme de qualité et un journalisme professionnel. Après, il y a des orientations. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans un groupe privé, sans jamais que mon positionnement de journaliste soit entravé de quelque façon que ce soit. J'ai toujours pu travailler totalement librement, y compris quand j'ai couvert ici à Berlin des affaires liées à EADS, Airbus, et à l'époque le groupe Lagardère était actionnaire de EADS, et j'aurais pu avoir un petit coup de téléphone du rédacteur en chef qui me dit on va pas trop insister sur le fait que EADS a telle position dans le dossier, par exemple. Jamais. Jamais. Et mes papiers n'ont jamais été raccourcis, modifiés, changés, quoi. Donc, j'ai vraiment travaillé en totale liberté. Donc, le fait que la presse, que les médias appartiennent à des personnes privées, en soi, pour moi, n'est pas un problème. La vraie question, c'est à qui appartient l'information.
Et là, on est dans une autre dimension. Et là, en ce moment, c'est philosophique, c'est politique, c'est sociologique, c'est démocratique, c'est hyper important. Il y a l'économiste française Julia Cagé qui a dit l'information devrait être un bien public. En fait, l'information est un bien public. Pouvoir avoir la possibilité de s'informer correctement, librement et de façon, je dirais, sérieuse, c'est en démocratie absolument fondamental. Et ce qu'on voit en ce moment, et c'est ça qui est nouveau, c'est l'arrivée d'une élite liée notamment au monde de l'industrie des médias. L'exemple type, c'est Elon Musk. Elon Musk n'est pas devenu riche grâce à Twitter ou X. Il est devenu riche parce qu'il faisait autre chose et que son conglomérat industriel gagne énormément d'argent. Et il rachète X et il intervient, il change l'algorithme, il change la façon de procéder et il en fait un outil au service d'une idée, en fait. Et on le voit notamment en France, c'est ce qu'on a mis en garde, nous, quand on était... Donc, je faisais partie de la rédaction d'Europe 1 à l'époque, et puis ensuite à la rédaction du Journal du Dimanche, quand Vincent Bolloré a racheté ou a pris des parts dans le groupe Lagardère. Et là, alors qu'on était dans un groupe privé et qu'on restait dans un groupe privé, le changement de chef, le changement d'actionnaire principal a clairement eu une incidence sur notre travail. Moi, pour la première fois, on m'a donné des consignes sur la façon de couvrir l'Allemagne, en fait. Et là, c'est pas possible. Et je crois que c'est ça qui est aujourd'hui problématique. C'est pas un positionnement en France, on nous pose vachement, même aussi en Allemagne, médias publics contre médias privés. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'information. Et on le voit alors c'est cette chercheuse française, donc je recommande à tout le monde. Elle s'appelle Asma Mala. Elle a écrit elle est chercheuse à Haute École des hautes études en sciences sociales en France. Et elle a écrit 2 livres. Donc le premier était sur le technofascisme, et là le dernier c'est le cyberpunk, où elle dit voilà, on a une fluxocratie, c'est-à-dire que l'information aujourd'hui est gérée par les plateformes. Et la valeur de l'information, c'est pas si elle dit elle relaie un fait réel, acté ou pas. Donc est-ce que c'est une information factuelle ou non factuelle? La valeur de l'information, c'est la vitesse de transmission et la vitesse de propagation de cette information. Et donc c'est pour ça qu'elle parle de fluxocratie. Et dans ce brouhaha permanent, en fait, ceux qui parlent le plus fort, ceux qui parlent le plus, ceux qui inondent la zone. Alors ça, c'était une expression de Steve Bannon, qui était le conseiller communication de Donald Trump en 2016-2017. L'idée, c'est d'inonder le marché de l'information de tout et n'importe quoi pour qu'on ne soit plus capable d'identifier les vraies informations, les fausses informations, les informations rédigées par des vrais journalistes, les informations rédigées par des robots, des informations poussées en avant par l'algorithme. Aujourd'hui, si tu as un compte X, tu reçois automatiquement toutes les publications de Elon Musk, même si tu n'es pas abonné. Parce que l'algorithme dit que tous les gens qui sont abonnés à X reçoivent les publications de Elon Musk et donc reçoivent les publications de Donald Trump, parce que Elon Musk retweet systématiquement tout ce que dit Donald Trump. L'année dernière, le jour de l'inauguration de Trump, la timeline était envahie. Enfin, il n'y avait que du Trump. Et comme quoi ça allait être formidable, ce qu'ils allaient faire aux États-Unis, etc. etc. Et donc, du coup, cette information prend une valeur démesurée. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des gens qui sont milliardaires, multimilliardaires. Et il y a un petit ouvrage qui est sorti cet été en France qui s'appelle « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires ». Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas sauver les médias de l'emprise des milliardaires, mais l'information. Et Olivier Legrain qui a écrit ce livre, alors personnalité peut-être un peu contestable et contestée, mais en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il est millionnaire. Et lui, il essaye justement de financer un petit peu les médias dits indépendants en créant déjà un immeuble à Paris où toutes les rédactions pourraient être ensemble, pour avoir accès au même, un seul et même abonnement, pour accéder à des grandes bases d'informations, ce genre de choses. Ça marche pas trop bien pour l'instant, il n'a pas encore réussi, mais il a acheté en tout cas un terrain à Paris pour construire cette maison des médias libres. Donc je trouve que c'est une démarche intéressante. Et lui, il dit, moi je suis millionnaire. Et ça, je pense que ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Vraiment, c'est cet ordre de grandeur, en fait. Et quand on voit qu'on a des gens en France qui mettent des centaines de millions d'euros dans des projets d'information à des fins idéologiques, tu te dis, moi et mon petit projet qui a besoin de 25 000 euros par an, comment ça se fait que je ne trouve pas, en fait? Et c'est là où c'est assez flippant, en fait. C'est ça qui m'a fait vraiment passer un sale été en 2025, c'est-à-dire à la fois j'avais une explosion des chiffres, des écoutes, et en même temps, plus de budget. Et me dire, mais c'est quand même pas possible qu'on trouve pas
aujourd'hui en France et en Allemagne 10 chefs d'entreprise qui mettraient chacun 2500 € défiscalisables dans un projet d'information totalement indépendant sur la France, l'Allemagne et l'Europe. Et alors, mon coup de gueule, mon gros coup de blues à la fin de l'épisode 100, début septembre, où je faisais part de cet aveu d'échec. Et quand j'avais écrit le texte à la fin, où je disais je vais devoir arrêter et vous laisser, j'y suis pas arrivée. Chaque fois que je l'écrivais, j'étais un peu au bord des larmes en me disant ça me faisait de la peine, vraiment. J'ai réussi à l'enregistrer en restant à peu près pro. À l'issue de ça, il y a eu quelques personnes qui m'ont contactée. Et donc, effectivement, pour l'année 2026, il va y avoir quelques épisodes qui sont directement sponsorisés par des groupes en tout cas, déjà, une première personne, ça va se concrétiser très vraisemblablement, mais peut-être d'autres. Donc, je le signalerai, ces épisodes sont sponsorisés par tel groupe, etc. C'est une sorte de publicité, si tu veux. J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je passe le cap d'avoir des épisodes, je dirais, directement sponsorisés? Il n'y a pas d'autre économie possible, en fait. Il n'y a pas d'autre business plan possible, en quelque sorte. Donc, il faut l'accepter, tout comme il faut accepter de s'exposer un peu personnellement et de sortir un peu de ce positionnement. Je ne veux pas voir qui me finance, je ne veux pas savoir d'où vient l'argent, etc., etc. Donc ça, c'est possible. Appel aux dons. Donc, il y a la possibilité de faire un don, tout simplement. Là, vous pouvez passer par un des think tanks avec lesquels je travaille. Eux, ils peuvent collecter de l'argent et dire, ils m'appellent en me disant, j'ai reçu un don par exemple, il y a une mécène américaine, d'ailleurs, d'origine européenne et qui, à l'issue de quelques jours après l'élection de Donald Trump, la réélection de Donald Trump, elle a fait un don de l'équivalent de 2000 € par le DFI, justement, en disant « Je veux soutenir le projet européen ». Parce que moi, elle est d'origine européenne, mais elle vit aux États-Unis. Elle gère des fonds, enfin, c'est une businesswoman américaine. Et donc, elle veut défendre l'idée européenne pour ses valeurs démocratiques, parce qu'elle voit son pays, les États-Unis, en train de basculer dans une situation de moins en moins démocratique. En plus, elle est du côté du Minneapolis et du Minnesota, donc je pense que là, 1 an plus tard, elle ne doit pas être à la fête. Et donc, elle a fait un don, en fait, à un think tank européen, franco-allemand qu'elle connaissait, et donc en disant mettez cet argent dans le podcast. Et donc, voilà, les think tanks m'appellent, ils me disent oui, j'ai de l'argent, j'ai un financement, donc du coup, si tu veux, on peut du coup prévoir 3, 4, 5 épisodes. Donc, ça permet comme ça de tenir. Mais moi, c'est vrai que c'était un peu les angoisses que j'ai eues l'an dernier, c'est-à-dire de me dire « Ah bon, ok, là, j'ai de quoi faire 2 épisodes. Bon, là, j'ai de quoi faire 5 épisodes. » Mais comme j'ai cette idée d'inscrire le podcast dans une durée, d'en faire un produit pérenne et un média pérenne, je peux pas fonctionner, j'ai de l'argent pour 2 mois, j'ai de l'argent pour 2 épisodes, j'ai de l'argent, voilà. L'idée, c'est d'avoir des financements un peu plus longs pour me dire, ok, c'est bon, je sais que toute l'année 2026 est garantie, voire une partie de l'année 2027, et je peux me projeter, prévoir des épisodes dans 6 mois parce qu'il va y avoir tel événement qui va se produire, et donc je pense qu'il faudra un épisode à ce moment-là, prévoir des épisodes de reportage, des épisodes un peu plus peut-être prestigieux avec des invités peut-être plus prestigieux, et dans ce cas-là, il faut avoir la capacité de les recevoir, parfois prévoir des traductions en direct, donc c'est des choses à budgétiser, quoi, tout simplement. Et pour revenir à la question du financement, moi je me dis toujours, faut qu'on soit conscient en tant que citoyen, citoyenne européen de aujourd'hui qui fait l'opinion publique en Europe. Et la réponse, elle glace le sang. Qui fait l'opinion publique en Europe? Ce sont 3 personnes qui ne sont pas européens. C'est le chef de Meta, le chef de X et le chef de TikTok. Donc 2 Américains et un Chinois. Et c'est la réalité, en fait. Parce que c'est eux qui poussent, même les médias traditionnels, conventionnels, sérieux, ARD, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, tout ce que tu veux, sont présents sur ces plateformes. Et c'est ça qui est poussé, en fait, par les algorithmes. Donc si Monsieur Musk décide de verrouiller l'information de tel ou tel, venant de tel ou tel compte d'un média, il peut le faire. Et il se prive pas de le faire avant des élections.
Et du coup, tu auras par exemple plus accès ou alors tu ne seras plus notifié s'il y a des publications ou ce genre de choses. Alors, il y a cette pratique du shadow ban. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de délire et de fantasmes autour de cette pratique, mais qui est possible en fait. Et je crois qu'elle a été utilisée, en tout cas identifiée comme telle, pour la première fois il y a 4-5 ans lors des élections en Turquie. En fait, le président turc Erdogan était menacé par l'opposition. Et il s'est dit, bah, c'est simple, je vais couper Twitter. À l'époque, ça s'appelait Twitter. Je vais couper les réseaux sociaux 2 semaines avant les élections. Comme ça, on aura des élections, disait-il, libres, pas influencées par l'extérieur. Évidemment, pour lui, c'était une façon de couper le flux, justement, vu qu'il possède une grande partie des médias en Turquie et que les médias turcs ne sont pas 100% libres, il coupait le micro aux médias indépendants. Et c'était pas du tout dans l'intérêt de Elon Musk de voir Twitter coupé dans un pays tel que la Turquie pendant si longtemps. Et donc, il y a eu un deal, en quelque sorte. Il a dit, mais t'as pas besoin de couper Twitter. Il suffit que tu me dises, et moi, tous les comptes des opposants, bah, je les suspends. Enfin, je les suspends pas, c'est-à-dire c'est le shadow ban, donc les gens écrivent, mais tu ne peux pas atteindre d'autres personnes en dehors de tes propres abonnés, en fait. Donc, tu n'as plus de moyens de progression et de diffusion. Et ces gens-là ne savent même pas que leurs messages n'apparaissent pas. Et même sans être shadow banned, j'ai une collègue qui travaille à Bruxelles et qui depuis 1 an n'utilise plus X, comme moi d'ailleurs, j'ai quitté X depuis 1 an, mais elle a réactivé son compte au moment de la crise du Groenland au mois de janvier, parce que il n'y a pas à dire, il y a quand même énormément d'infos encore sur X. Elle disait, à 1 an d'écart, elle était suivie à l'époque par 13 000, 15 000 personnes, donc c'est un compte relativement influent sur l'information européenne. Elle dit, j'ai posté quelques trucs là en janvier, et puis personne me retweetait ou me likait. Elle dit, c'était un peu bizarre. Et en fait, elle dit, j'ai réalisé que mon compte n'était plus du tout poussé par l'algorithme. Elle dit, je pouvais faire ce que je voulais, même les gens qui me suivaient, j'ai été noyée dans 1000 autres choses. Et donc, tu deviens inexistant dans cette fluxocratie. Et la valeur de ton information, aussi factuelle soit-elle, est complètement dépréciée. Et tu n'apparais plus, tu ne sors plus de la machine. Et ça, c'est un vrai problème en démocratie. Quand la démocratie devient une fluxocratie, comme dit Asma Amala, on est dans une situation hautement problématique. On a un nouvel outil en tout cas qui est rentré en jeu récemment, qui est l'intelligence artificielle. Comment est-ce que toi tu le perçois? Parce que j'en parlais récemment avec des amis et on a dit à un moment qu'il y avait des informations qu'on cherchait sur les réseaux sociaux. Donc l'actualité, tu vois, il y a le compte de Hugo Décrypte par exemple en France. Enfin, il y a quelques personnes qui commencent, mais qui sont identifiées ou ce genre de choses si tu veux avoir de l'information. Et sinon, il y avait des recherches sur Google, mais bon, tu sais qu'il y a des recherches qui sont sponsorisées, des retours, du SEO, que ce soit optimisé et tout. Et maintenant, j'ai de plus en plus de personnes que je connais ou de gens qui le pratiquent qui font un prompt sur une application en intelligence artificielle en disant par exemple voici mes centres d'intérêt, voici les choses que j'aimerais que tu tires ou alors les différentes positions ou les médias, le type de médias. Et moi j'avais fait le test avec, je voulais que tous les jours recevoir une information scientifique ou historique pour me disant comme ça je travaille un peu ma culture générale et je recevais par mail. Alors comment est-ce que tu le perçois, tu l'appréhendes? Je sais que comment fonctionne exactement l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est encore très flou, mais en tout cas ça a l'air d'être fait autrement, on va dire, sur d'autres bases algorithmiques que les recherches qui étaient faites avant. Ma question derrière, c'est est-ce que tu penses à ce jour-là, au jour où nous discutons, que c'est plutôt un bon signe? Ou est-ce qu'on part dans un truc encore plus Black Mirror que le reste? Par rapport à ça, il y a eu des super pubs qui sont sorties récemment de Claude, je ne sais pas si tu les as vus, et qui présentaient le fait que la publicité allait être autorisée sur différentes plateformes, dont ChatGPT. Et en fait, c'était des vidéos de publicité où tu voyais un mec qui, par exemple, voulait faire du sport et il pose des questions à son coach qui répond comme une AI et qui lui dit « Oui, alors voilà, j'aimerais faire mon dos et tout ». Il lui donne des exercices et à la fin, il fait « Mais sinon, il y a des super semelles pour te grandir de 3 cm ». Et tu vois, et du coup, comment est-ce que, partant d'une information de base qui n'avait rien à voir avec des semelles de 3 cm, ils en arrivent à vendre un produit? Et la tagline de cette publicité, c'est
la publicité arrive sur les autres plateformes, mais pas sur les nôtres. Et c'est Claude qui se présentait quand même comme d'origine française, je pense avec un certain nombre de valeurs qu'ils ont envie de promouvoir. Donc comment est-ce que tu le perçois ? Alors ça, c'est aussi le changement d'état d'esprit que j'ai eu en 2025 et de me dire, d'abord, il y a deux choses. Il y a soit je vais avec le flow et je suis ça et mon métier va disparaître. Enfin, je veux dire, dernier exemple en date, Jeff Bezos, qui possède donc le Washington Post, a licencié 131 personnes de la rédaction. Certes, c'est un argument un peu bête de sa part de dire que ça coûte cher, vu que lui-même n'a pas de problème d'argent, en quelque sorte. Il est capable de financer pour 55 millions de dollars un biopic totalement hallucinant sur Melania Trump. Il n'a pas besoin que le Washington Post soit rentable en termes de réalité économique. Mais il le fait parce que le Washington Post lui pose problème, parce que le Washington Post s'est positionné dans le passé, par exemple, contre Donald Trump, et qu'aujourd'hui, il a besoin de Donald Trump pour gagner encore plus d'argent grâce à Amazon, etc. etc. Bon. Donc, l'IA, clairement, va détruire 90% du journalisme. Les bulletins météo, les comptes rendus sportifs, les résumés, là, sont les JO en ce moment, le résumé d'une course, l'IA a filmé l'ensemble de l'intégralité et va faire un résumé de 4 minutes. Soit on est flippé et on se dit, je reste à l'ancienne, je fais du journalisme à l'ancienne et je bouge pas de mon socle de valeurs et je ne bouge pas. Soit on se dit, bon, il y a plein de choses dans lesquelles je vais rentabiliser mon temps et mon argent et faire des choses très faciles par l'IA et garder du temps pour du vrai journalisme où là, il faut aller, en tant que personne, rencontrer les gens. C'était le moment un peu de révélation en 2025 de se dire, soit je suis complètement pied debout sur la pédale de frein et je refuse d'aller dans cette direction, soit j'accepte un certain nombre de produits d'IA. Et il n'y a pas à dire, rédiger un mail en français et demander à ce qu'il soit traduit automatiquement en allemand ou en anglais, je gagne peut-être 15 secondes, mais je gagne 15 secondes. Voilà. Ou alors, même des fois, conceptualiser ce que je veux dire à quelqu'un pour envoyer un mail. Il faut que je convainque cette personne de faire une interview avec moi. J'ai tel argument. Le bon timing, c'est ci ou c'est ça. Plutôt que peut-être cogiter pendant 2 heures et me dire, bon, maintenant, ça y est, je vais écrire le mail. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je m'adresse à cette personne. D'avoir tout mis un peu en vrac et juste de dire à l'IA, reformule, réorganise et propose-moi quelque chose parce que j'écris de façon professionnelle à telle personne et qu'il faut que je demande une interview. Ça, je pense que ce sont des outils qu'il faut prendre, en fait, qu'il faut accepter. C'est ce que vraiment j'ai commencé à utiliser en 2025, en me disant, voilà, pour beaucoup de choses, je peux pouvoir aller plus vite. Et du coup, ça me dégage énormément de temps pour faire des choses et là, je pense que ça va être l'évolution du journalisme, exactement, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de produits 0% être humain et il va y avoir des produits qui seront ce podcast est 100% fait par un cerveau humain et par une intelligence humaine et notamment par une sensibilité humaine et une émotion humaine, en fait, si tu veux. Une machine à émotion humaine. Et je pense que les robots seront capables d'identifier les émotions. Je pense que les robots, assez vite, et les machines seront capables, en regardant les pupilles, tout ça, etc., de faire des choses très proches de ce qu'il va y avoir l'être humain. Mais il va y avoir une valorisation du 100% fait maison, 100% fait main, 100% fait par un cerveau humain. Et de dire, oui, ce tableau a vraiment été peint par un humain. Oui, cette photo a vraiment été faite par un être humain. Oui, cette interview a vraiment été menée par Gabriel, en vrai, dans un vrai studio, où tu vas sentir l'émotion, sentir que je suis en train d'avoir la voix qui part et que je vais avoir besoin d'un verre d'eau, tu vois. Et ça, c'est quand je vois le verre, justement, à moitié plein, je me dis, en fait, il va y avoir peut-être une période très obscure. On rentre dans une période très difficile où il va y avoir énormément de casse. Mais que finalement, il va y avoir une forme quasiment luxueuse de journalisme, comme il va y avoir du luxe en disant ce pull a vraiment été fait à la main, cette robe a vraiment été faite, ce tableau, qui aura, je pense, dans quelques temps, une recherche d'authenticité humaine, et notamment pour faire confiance, tout simplement. Parce qu'en fait, quand l'algorithme te pousse des choses, que tu ne sais pas comment ça fonctionne, la confiance, elle n'est pas là. Et j'ai lu quelque part cette allégorie que je trouve hyper intéressante, une métaphore du marché de fruits et légumes, marché auquel tu te rends toutes les semaines.
et avec différents stands, le poissonnier, le la fille qui fait ses gâteaux, le maraîcher, les fruits et légumes. Et si tu introduis de la fausse monnaie sur ce marché, en l'espace de moins d'une heure, le marché explose en fait. La méfiance est telle, c'est-à-dire, mais attends, cette monnaie, elle est vraie, elle est fausse. On ne sait plus qui paye avec de la vraie monnaie, qui accepte de la vraie monnaie, du coup, quelle est la valeur de chaque produit. Et c'est pareil pour le marché de l'information. C'est-à-dire que si tu introduis de la fausse information, assez vite, toute l'information et tout le marché de l'information est décrédibilisé et explose. Donc, je pense que cette question de la confiance, des gens qui diront bah, j'irai sur ce marché-là, parce que là, je sais que je peux avoir confiance. Et je pense que aujourd'hui encore, peut-être que ça va changer, il y a quand même encore un résidu de méfiance qui sera toujours là vis-à-vis de la machine et vis-à-vis de l'IA. On se dira toujours, mais comment elle fonctionne? Même si je la paramètre et je fais mon prompt pour moi, orienté pour ce que je veux faire, tu pourras toujours te dire, mais est-ce qu'il ne cherche pas à me faire vendre des semelles? Est-ce qu'il cherche à me faire acheter des semelles? Est-ce qu'il ne cherche pas à me faire voter pour telle personne? Est-ce qu'il ne cherche pas à me faire douter de ma religion, de me faire douter de ce que je crois en la science, etc. Et certes, l'être humain, c'est pareil, si tu vas par là. Mais je pense quand même qu'il y a une dimension de confiance, tout simplement, qui pourra quand même rester. Et voilà, ça, c'est l'espoir que j'ai. C'est de me dire, il y aura des produits fabriqués par l'IA. Et l'IA est une super machine pour plein de choses. Et il y aura, mais il faut aussi dire, cette photo a été faite par l'IA, ou cette publicité a été générée par IA. Et ça, si c'est pas régulé, s'il n'y a pas eu de régulation de gens qui disent bah il faut maintenant signaler quand c'est fait par l'IA, sinon le marché de fruits et légumes sera foutu quoi. Et puis, où ça commence, où ça s'arrête, je sais pas si tu as vu, il y a Excursion 33, j'espère que j'ai le bon numéro, je pense que c'est Excursion 33, qui est un jeu vidéo créé par des Français, qui avait remporté vraiment le prix prestigieux de la création de vidéos. Et ils ont été disqualifiés parce qu'on considère que la version finale qui a été donnée au moment de la remise du prix contenait de l'intelligence artificielle qui est interdit par le règlement. Et visiblement, alors je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée, est-ce que ça a été résolu ou pas, mais c'était pas clair quel est le degré d'IA qui est autorisé. C'est-à-dire que dans les itérations, dans la création du jeu, tu as le droit de t'en servir, mais si tu le présentes au prix, tu n'as pas le droit. Et c'est où est-ce que tu mets le curseur au niveau de du soutien par une IA, pas une IA, etc. Mais bon, après, c'est comme ce qu'on voit très bien dans les produits que tu manges ou que tu vois. Enfin, le risque, c'est d'avoir des inégalités dans la société. C'est-à-dire des gens qui auront les moyens d'accéder à des pulls 100% de luxueux ou de l'art, ou oui, moi je vais voir une exposition, ce sont des vrais êtres humains, des vrais artistes humains qui ont fait l'exposition, et ceux qui n'auront pas les moyens et qui du coup seront consommateurs d'une culture fabriquée par l'IA, de chansons proposées par ton logiciel d'écoute Deezer, Spotify ou autre, où tu ne peux même plus différencier ce qui est fabriqué par l'IA ou pas par l'IA, et comme il y a de la malbouffe. Des gens qui disent oui, mais moi je peux encore acheter mes produits et faire moi-même mes produits. Et puis des gens qui disent bah j'ai juste pas le choix. Moi je vais acheter de la viande au rabais ou des légumes. Je peux pas accéder aux légumes bio, donc je vais au discounter et voilà. Enfin tu vois. Et je crois que ça c'est un vrai positionnement. C'est pour ça que moi je veux pas que le podcast devienne payant. C'était une vraie question. Est-ce que je mets une barrière, un pare-feu et que je dis aux gens bah seulement les abonnés qui payent tant par mois ont accès aux épisodes. Je m'y refuse. Parce que je pense qu'il faut que ça reste un bien public, si tu veux, mais il faut quand même que ça soit financé d'une façon ou d'une autre, et de façon à ce que les gens qui font ce travail et qui prennent le temps de le faire sans la machine soient correctement rémunérés. Je pense que c'est un vrai enjeu qui se pose, et sur l'IA, c'est à la fois le poison et le remède. Tu vois, c'est te dire oui, ça va détruire beaucoup de choses et en même temps, ça peut aussi libérer du temps pour faire du reportage, pour faire des vraies rencontres, Mais je dirais, on n'a pas attendu l'IA pour avoir de l'information bullshit sur beaucoup de médias en France ou en Allemagne. Tu vois, je donne toujours cet exemple, je veux dire, un reportage de 4 minutes, 3 minutes en Ukraine, ou sur le front ukrainien diffusé sur une chaîne d'information en continu française.
Donc tu payes le caméraman, le journaliste, la personne sur place qui fait la traduction et qui a tout sécurisé. Tu as des frais d'assurance monstrueux parce que Ouais. les risques pour la vie des gens sur place sont tels que les assurances sont à la mesure des risques. Il y a évidemment le casque, le gilet pare-balles, la valise satellite pour envoyer le sujet, etc. Enfin, je veux dire, ça, 4 minutes de reportage ou 3 minutes de reportage dans le JT, ça se somme, enfin, les sommes sont astronomiques. C'est au bas mot 5 000 euros, 50 000 euros, au bas mot. Tu fais 1 heure en plateau avec des toutologues qui t'expliquent comment marche l'Ukraine et comment, enfin voilà, la situation. Alors tu vas peut-être avoir un expert un peu en géopolitique, mais derrière tu vas avoir un député de tel parti politique qui, on ne sait pas trop pourquoi il est là, et puis peut-être un type qui se présente comme étant philosophe de je sais pas quoi. Tu mets 1 heure d'interview, tu payes juste le salaire du présentateur et la lumière et le studio, quoi. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils font eux-mêmes leur pub en étant sur le plateau, donc ils ne sont pas rémunérés. Certains touchent quelques rémunérations. CNews, notamment, rémunère ses chroniqueurs. 250 € l'intervention. Mais sinon, c'est le fait de montrer leur tronche à la télé, c'est pour eux leur rémunération. Et ça coûte 0. Et tu as rempli 1 heure d'antenne. Et c'est le modèle qui fonctionne, donc notamment parce que ce sont des médias pour lesquels je travaillais. C'est le modèle du gros Bolloré aujourd'hui en France, c'est-à-dire l'information de qualité n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir du buzz, de la reprise sur les réseaux sociaux, donc du clivage, donc des intervenants qui polémiquent pour être repris, pour faire du buzz, pour que ça tourne. Et donc, du coup, on a des émissions, des heures et des heures et des heures de commentaires d'émissions qui ne font qu'augmenter la colère, le ressentiment, la haine, la peur des uns des autres, parce qu'on sait que c'est ce qui cartonne auprès des algorithmes et qui fait que ça tourne. Et dans les médias, il y a depuis des années, il y a un calcul fait par un institut relativement indépendant en France sur la personnalité qui est le plus citée dans les médias français. Et donc pour l'année 2025, avec plus de 1,6 million de fois, c'est Donald Trump qui a été le plus cité dans les médias français. Et c'est la première fois depuis que ce calcul a lieu, et ça fait plusieurs décennies, que ce n'est pas le président de la République française qui apparaît en 1. Donc jusqu'à présent, c'est toujours, à l'époque, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, qui est le nom le plus souvent cité dans les médias français. L'année dernière, pour la première fois, c'était donc Donald Trump, 1,6 million de fois, je crois, tandis que Emmanuel Macron avait été cité moins de 700 000 fois. Donc tu vois le décalage, en fait. C'est-à-dire que c'est le double. D'un coup, d'un seul, les charts sont explosés, le classement est explosé par l'omniprésence de la politique de Trump, qui est une politique qui divise, qui clash, et qui frappe. Et donc, du coup, ça devient une situation, moi je l'ai clairement sorti l'année dernière, indépendamment du podcast, donc je travaille pour différents médias français, qui me disent tes sujets sont intéressants, mais on n'a pas de place. Parce que Trump va dire A le matin, et ça va faire 6 heures d'antenne. Il va dire B à 13 heures, ça va faire 6 heures d'antenne. Et puis, ça va faire pendant 3 jours la une des journaux. Et il occupe l'espace d'une telle façon. Et c'est pareil avec, évidemment, les faits divers. Tout ce qui agite, effectivement, les esprits d'une société qui est de plus en plus divisée et dans laquelle il est facile de semer des graines de discorde, si tu veux. Et c'est... Moi, à l'époque, en 2021, quand j'étais à Europe 1, et ensuite, quand j'étais au JDD, franchement, je peux pas dire que... J'ai pas identifié à l'époque que Bolloré prenait le contrôle sur ces médias pour soutenir le projet politique de tel ou tel candidat. Clairement, on est sur un projet réactionnaire, chrétien, conservateur, même, je dirais même pas conservateur, réactionnaire en fait, d'une France blanche, chrétienne, classique, papa, maman, les enfants qui vont à l'église, etc. C'est clairement ce modèle-là, mais on ne pouvait pas dire qu'ils étaient plus pour tel candidat ou tel candidat. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que le projet, c'est de diviser la France. Après, on va voir à qui ça profite. Aujourd'hui, on commence à se dire, l'idée, c'est que ça profite à l'extrême droite, et pas à la droite classique conservatrice traditionnelle. Mais à l'époque,
c'était évident que c'était un projet de division. Et là, les choses évoluent qu'on se dit maintenant, l'idée, c'est qu'ils ont tellement divisé, ils ont tellement semé le doute, ils ont tellement vidé les contenus d'information et le débat public. Ça n'a plus de sens, en fait, puisqu'on va bavasser pendant des heures sur un truc minuscule qui s'est passé dans une commune. Et en fait, à côté, il faudrait 1000 fois plus parler de la situation en Ukraine, au Proche-Orient ou je ne sais où. Et le téléspectateur, la téléspectatrice française, l'auditeur, l'auditrice, ils sont perdus en fait au feu de tout ça. Et après, c'est quand tu n'as plus rien, quand tu différencies plus le vrai, le faux, ce qui est important, pas important, quand cette hiérarchie, tout est brouillé, en fait, tu peux faire n'importe quoi avec ces gens. C'est Hannah Arendt qui avait dit quand tu peux plus différencier le vrai du faux, tu peux plus différencier le bien du mal. Et avec ces gens-là, tu peux faire ce que tu veux. Et Conseil Podcast, et un super podcast qui s'appelle Propagation, avec un S, qui travaille justement avec des chercheurs en communication, en sciences politiques, des communications, etc., sur justement l'IA, les flux et tout ça, et les plateformes sur la propagation d'informations. Et l'idée, il y avait un chercheur dans un tout premier épisode qui dit les totalitarismes, ils n'ont pas l'idée d'avoir des gens vides dans leur tête. L'homo soviéticus, il a l'esprit bien rempli de plein de choses. Et en fait, il dit on a eu pendant longtemps un vide. Donc là, il dit cette civilisation du poisson rouge, c'est le temps d'attention qui est limité à 9 secondes aujourd'hui, etc. Donc cette incapacité à penser, à faire le tri des informations pour après la remplir avec un discours. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on est déjà passé dans l'étape de on remplit les têtes de quelque chose. En France, il y a encore la possibilité, ou en Allemagne, particulièrement, enfin, je pense que l'Allemagne est encore une étape après la France, mais en France, c'est ce qui va se jouer, je pense, là, dans les prochains mois, et autour notamment de la présidentielle de l'année prochaine, en 2027. Est-ce qu'on a maintenant des plateformes, des médias qui cherchent à te remplir avec un autre discours, une autre identité, et à te façonner, à faire de toi le bon individu, le bon citoyen dont ils ont besoin pour leur programme politique, en fait. Et alors, pour nos auditeurs et auditrices avertis, est-ce que tu as des recommandations, des guides de comment est-ce que, on l'a dit, si tu peux plus avoir confiance dans les médias traditionnels ou ce genre de choses, enfin, tu veux avoir une information qui est plus complète, quelles sont tes recommandations là-dessus? C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'étrangère, je suis abonnée au Courrier international. Parce que pour moi, je trouve ça assez génial, ça croise plein d'informations de pays différents, c'est des traductions de journaux, de journalistes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que toi tu ferais ou... Alors, l'avantage des algorithmes, c'est que si tu te mets à fond dans un truc, assez vite, on te propose plein de choses, toi, dans cette direction-là. Donc moi, je pense que c'est assez vite possible d'avoir accès à plein d'informations très différentes. Si tu signales à l'algorithme que tout d'un coup, tu t'intéresses vachement à l'économie ou énormément aux relations franco-allemandes, tu vas avoir plein de sources différentes sur ce sujet-là, en fait. Actuellement, c'est des recherches thématiques. Toi, l'algorithme, il te propose un thème. Toi, tu aimes bien la course à pied, tu vas avoir plein d'influenceurs course à pied. Pour l'instant, et après, si tu en suis certains, on va t'en proposer d'autres qui ressemblent à ces gens. Mais dans un premier temps, on te propose le sujet, en général. Je veux absolument avoir des informations sur le cinéma, parce que je suis cinéphile et j'ai des trucs. Donc, tu vas avoir plein de sources. Et là, je pense que c'est un peu une course contre la montre, parce que dans un premier temps, tu vas avoir plein de choses, et ça va vite se réduire à quelques personnes seulement. C'est incroyable de voir en une journée, 2 jours, comment ta timeline, elle évolue, parce que d'un coup, tu as regardé le premier épisode de telle série sur les réseaux. Voilà. Mais je pense que ce petit moment où tu ouvres, là, il faut vraiment multiplier, aller cliquer sur tous les trucs possibles et progressivement aller faire... En fait, la question, c'est de nouveau la question de la confiance, en fait. Se dire, en fait, j'aime vraiment bien comment on me parle de l'information dans ce journal, en fait. J'aime vraiment bien la façon dont il est fait, la façon dont c'est présenté, la façon dont les articles, les titres. Et je pense que c'est là qu'il faut se dire, du coup, je vais plus suivre ce truc-là, tout en étant ouvert à d'autres, en disant, oui, mais par ailleurs, j'ai repéré que j'aime bien les articles internationaux du Figaro, par exemple, parce que je trouve que ils me parlent de pays vraiment... Enfin, toi, ils ont une couverture, ils ont beaucoup de pigistes à l'étranger. Le Figaro, ils entretiennent ce réseau de pigistes à l'étranger. Tu peux dire, j'aime pas suivre les pages politiques du Figaro, mais je trouve que sur l'étranger, ils sont particulièrement pertinents parce que je vais avoir des articles que j'ai pas lus. Et puis, par ailleurs,
je préfère lire l'économie dans les Échos ou je préfère lire la politique dans Libé ou dans Le Monde ou dans Le Parisien. Et tu changes en fait. Et comme tout dans la vie, toi, tu vas acheter tes chaussures dans tel magasin et puis t'es plus ailleurs et puis tu vas acheter tes... Enfin, tu vois, alors il y a des gens qui disent je préfère acheter chez Rewe et d'autres qui vont acheter chez Edeka. Bah, c'est pareil en fait. Et évidemment, chez Rewe, tu vas avoir du lait 1,5 et puis du lait 3,5, donc du lait entier ou du lait demi-écrémé, comme on dit en français. Et tu l'as aussi chez Edeka. Mais c'est la façon dont c'est mis, la façon dont c'est organisé. Tu sais que tu peux aller plus vite dans ce magasin parce que tu le connais bien, parce que il y a une forme de confiance en fait, une forme de, je dirais presque de fréquentation quotidienne, une fréquentation même intime en quelque sorte. Et de dire, ben, moi par exemple, je suis abonnée à différents journaux et en tant que journaliste ici en France, je suis abonnée au Spiegel par exemple. Et il y a certains articles, je n'aime pas l'auteur de l'article. Je sais que ça va m'énerver en fait. Mais que le Spiegel est relativement sérieux pour proposer, si le thème est hyper important, en fait une couverture avec, il va y avoir un reportage, il va y avoir un édito, il va y avoir un papier d'analyse, il va y avoir un papier de background, interground, tu vois. Et donc, moi je sais, non, ça je vais pas lire l'édito de machin parce que ça va m'énerver et c'est son point de vue, etc. Par contre, je vais pouvoir avoir accès à ça ou ça ou ça. Et en fait, c'est une habitude. C'est comme quand tu dis, bah oui, j'aime pas ce type de soda, je préfère boire plutôt celui-ci, quoi. Et je pense que ça, c'est important. Mais ce qui est pour moi fondamental, c'est que tu puisses avoir accès en démocratie et en européen à plein de sortes de sodas différents, plein de sortes de magasins différents et plein de sortes de médias et de supports médiatiques différents. Et cette concentration médiatique dans les mains de quelques milliardaires, comme on voit en France, elle est problématique. Quand tu vois que aujourd'hui, le groupe Bolloré possède 60% des maisons d'édition des manuels scolaires, c'est assez terrifiant en fait. Parce que tu te dis, même si ce type était sur un positionnement, je dirais, centriste, modéré, etc., enfin, de penser que 60% des manuels scolaires font partie de ce groupe, ça interroge. Et je pense que du coup, pour revenir aux gens un peu initiés, de dire Hélène Cole, peut-être elle m'énerve, mais je sais que son format existe, son podcast existe. J'ai écouté 1 ou 2 fois, certains épisodes m'ont plu, d'autres m'ont moins plu, mais j'aime bien parce qu'elle recommande peut-être telle ou telle personne ou tel truc, et donc je vais aller voir, quoi, d'être ouvert et d'être curieux et d'être un peu prêt à sortir de sa zone de confort. Et ça c'est dur. Ça, c'est dur de se dire, oui, je vais aller plus loin que ce que me propose l'algorithme, et je vais couper mon téléphone, et je vais aller discuter avec des gens, et je vais apprendre à écouter les gens, et je vais peut-être aller voir une expo qui me tente pas trop, mais pour justement ouvrir ma capacité. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ces inégalités, c'est un peu le risque qu'il y ait une sorte d'élite qui soit encore capable, qui ait encore en fait accès à l'esprit critique, à une forme de culture 100% humaine, etc. Et que plein d'autres, en fait, soient soumis à cette immédiateté, cette émotion permanente des réseaux, et que n'aient pas le temps, la capacité, le temps, l'argent et même la force mentale de dire je ne me laisse pas berner par ce truc et je vais prendre un livre en fait, ou je vais aller regarder un film. Quand je vois qu'il y a des gamins qui sont genre pas capables de regarder un film parce que c'est trop long et qu'au-delà d'un épisode de 40 minutes c'est déjà trop pour eux, je me dis il y aura ceux qui seront capables de le faire et ceux qui seront pas capables de le faire. Ça, c'est quand même un vrai gros problème d'éducation. Et même si tu imagines un monde complètement on sait pas, hein, où les machines font tout pour nous, imagine juste un monde où tu n'as plus du tout besoin de travailler, où les machines font tout pour toi. Tout, 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 tout. Est-ce que ta journée type, c'est une journée où chacun va faire de l'art, philosopher, faire son jardin et de la chorale? Ou est-ce que c'est une journée où les gens vont être en permanence en quête de sens et te dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Ou quel est le sens de ma vie? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais? Et la vraie question, c'est si on arrive à cette société-là, il y aura ceux qui seront capables de faire de l'art, de la philosophie, parce qu'ils auront conservé cette capacité cognitive.
Et il y a tous ceux qui seront totalement flippés face à un vide existentiel. Il y a un risque de maladie mentale énorme, un risque de guerre civile. Enfin, les gens vont s'entretuer. Enfin, toi, quand tu es dans une vacuité complète, comment est-ce que tu maintiens le cadre social si les gens n'ont rien à faire et qu'ils ne savent plus faire autre chose, en fait. Donc, c'est dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ils sont abrutis de drogue, en fait, parce que il y a encore du travail dans la société du meilleur des mondes, mais elle est réduite au minimum, chacun a sa tâche qui est standardisée. Histoire de... Ouais, voilà. Et non, c'est pas la réalisation de soi par le travail, c'est juste, tu as été programmé pour faire ça, point barre. Et donc, du coup, tout le temps libre qu'ils ont, eh ben, ils sont abrutis de drogue, ou de sexe d'ailleurs. Sexe et open bar. Et ou par une consommation ultra futile. On leur fait acheter des trucs, etc. Ils sont contents parce qu'ils ont fait du golf cyber, là, je sais plus comment ils appellent ça. Mais et ça, c'est hyper flippant, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, sortir de sa zone de confort et dire il faut que j'entretienne absolument ma capacité à lire, à discuter, à écouter un podcast avec de Gabriel Xilon pour entretenir ça, parce que enfin, un jour ou l'autre, peut-être, on aura de nouveau besoin de nos esprits, tu vois. Et même, tu vois, imagine un monde sans travail. À quoi sert l'école? Imagine si les machines sont même capables de te mettre dans la tête, tant que tu passes devant un panneau, qu'elle te dit ce qu'il y a écrit sur le panneau. Tu as une petite voix dans ta tête qui te dit il y a écrit défense de pénétrer, propriété privée. Tu n'as même plus besoin de savoir lire, en fait. Et donc, ceux qui sauront encore lire, ils seront quoi? Ils seront des parias? Ils seront ils seront pourchassés, ou ils seront au contraire ceux qui domineront tout, en fait? C'est hyper flippant quand on y pense. Mais voilà, comme ça, on a plein de choses à réfléchir. J'ai quand même envie de te demander, sur une note un peu plus douce, on va dire, l'année dernière, avant tout ce qui s'est passé, notamment avec les remises de prix, tu as également organisé une soirée à l'ambassade de France avec Camembert Diagramme. Et je suis obligée de le mentionner parce que je trouve que cet événement, qui était du coup la présentation d'un livre... De Nadia Pantel. Merci. Avec laquelle tu as échangé, vous avez discuté, c'était hyper intéressant parce qu'en plus c'était en franco-allemand, donc il y avait des Allemands et des Français dans la salle, etc. Est-ce que tu serais amené à refaire ce genre d'événement de manière plus régulière? Est-ce que c'est prévu? Alors là, donc effectivement, c'est Nadia Pantel, donc, qui a longtemps été correspondante en France pour des médias allemands, donc c'était un peu mon pendant, si tu veux. Elle a donc écrit un livre qui parle de la France aujourd'hui, et un livre hyper honnête et très... pas du tout dans le cliché français, on mange du camembert et des croissants. En fait, elle parle de la nourriture et du rapport des Français de la nourriture, et chacun de ses chapitres est organisé autour d'un plat ou d'un moment autour de la nourriture en France, et ou alors ce qu'elle voit dans un supermarché, les rayonnages pour Pâques et Pessa et le Ramadan, comment les choses s'entremêlent. Et donc, ça lui fait parler, par exemple, de la laïcité dans ce chapitre-là. Et Nadia donc a ce livre sur la France, et donc l'idée, c'était de faire une lecture du livre, donc effectivement à l'ambassade. C'est pas moi qui l'ai organisé, c'est l'ambassade de France qui l'a organisé, pour donc présenter le livre de Nadia, qui est donc un livre, je pense, très fort sur la France d'aujourd'hui, la France d'Emmanuel Macron, parce que c'était surtout la période où elle était correspondante. Et donc, ils avaient besoin d'avoir une animatrice pour cette soirée. Et donc, comme j'avais enregistré avec Nadia un épisode quelques semaines avant, ils m'ont proposé d'être donc en discussion avec elle. Alors, c'était effectivement super plaisant comme soirée, parce qu'on se connaît pas. On s'est très rarement véritablement rencontrés en réel, mais on se connaît depuis longtemps parce que je lisais ses articles, elle lisait mes articles. Enfin, on a l'impression de se connaître, alors qu'en réalité, on s'est vu peut-être 3 fois en vrai. Et donc, il y a une forme de complicité qui était là, et donc on pouvait effectivement être un petit peu dans l'autodérision de son parcours, mon parcours, le franco-allemand, le regard, déconstruire un peu les clichés sur la France, sur l'Allemagne. Et c'est vrai que c'était super plaisant de le faire. Le cadre est toujours hyper agréable. En l'occurrence, je vais bientôt de nouveau, je ne sais pas si l'épisode sera déjà diffusé, de nouveau animer une soirée à l'ambassade de France autour de la sortie d'un autre livre qu'il a travaillé sur les lieux de mémoire franco-allemands. Et donc, je vais avoir des interlocuteurs, donc les historiens qui ont fait ce livre, et aussi d'autres personnes qui ont travaillé sur la mémoire franco-allemande,
Quel est pour toi ton lieu de mémoire franco-allemand, Gabriel, par exemple? L'endroit où tu te dis, pour moi, c'est ça qui incarne le franco-allemand aujourd'hui. Et donc, on va réfléchir un peu sur cette idée-là. Par exemple, les gens qui disent, évidemment, Verdun, la photo de Helmut Kohl et de François Mitterrand qui se tiennent la main, et en même temps, le souvenir de la Première Guerre mondiale, c'est un lieu de mémoire franco-allemand parce que la guerre puis la réconciliation, on va dire, ça c'est le lieu de mémoire assez évident. D'autres personnes citent évidemment la ville de Göttingen avec la chanson de Barbara sur Göttingen et l'histoire de cette chanteuse cachée, petite fille juive pendant la guerre et qui ensuite se laisse convaincre d'aller chanter en Allemagne et qui réalise que les Allemands qu'elle fréquente ensuite ne sont plus les Allemands d'autrefois, donc hyper fort. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un lieu de mémoire franco-allemand, qu'est-ce que ça représente? Peut-être que c'est tel endroit à Berlin parce que tu t'es dit, en fait là, pour moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a 50, 60 années de réconciliation. Donc voilà, ça c'est une discussion qu'on va avoir. Je trouve ça toujours hyper intéressant. Je vais à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, et je dois avouer qu'après 25 ans d'Allemagne, je ne suis jamais allée à Kiel. Donc je suis hyper contente d'aller à Kiel en mars pour aussi animer une discussion sur la situation politique et les médias en France et en Allemagne. Donc ça c'est aussi hyper intéressant. J'aime bien faire ça parce que ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, c'était pas le cas à l'ambassade, tu étais là, mais sur le bouquin de Nadia Pantel. Mais très souvent, et on revient à ce qu'on disait sur la zone de confiance, de confort, très souvent, le public, il est ultra âgé. C'est vraiment difficile en fait de dire, quand tu organises une soirée avec des thématiques franco-allemandes, même si ça va être un peu léger, même si tu peux dire, mais oui, mais forcément, on va un peu secouer les choses entre nous, ça attire pas beaucoup de gens qui ont moins de 50 ans. Ah oui, quand même. Non, mais moi, je sais que tu me dirais 40 ou quoi. Non, 50 ans. Non, mais faut le dire. Enfin, j'interviens souvent dans donc, les Deutsch-Französische Gesellschaften, donc c'est des associations d'amitié franco-allemande. Donc, ça peut passer par les jumelages franco-allemands, par exemple. Ça m'est arrivé. Donc, je suis invitée dans une petite commune allemande qui est jumelée depuis je ne sais pas combien de temps avec la commune française, et ils organisent une soirée française pour justement un peu valoriser ce qu'ils font en tant qu'association dans cette commune, etc. Il m'est arrivé donc d'avoir 15 personnes en face de moi. Il y a eu un endroit, ils étaient en déambulateur. C'est-à-dire, ils ont 70, 80, 90 ans. Alors, ils sont pleins de... ils sont très sympathiques, c'est généralement des super soirées, mais c'est vraiment difficile de toucher des gens, des nouvelles générations. Enfin, le renouvellement générationnel est un énorme défi du franco-allemand. Alors, il y a du renouvellement générationnel quand tu fais des projets. C'est-à-dire quand tu dis pas, je fais du franco-allemand, je fais une soirée franco-allemande. Là, au mois de janvier, je suis intervenue pour la journée franco-allemande à Hanovre, dans un lycée, etc. Il y avait plein de gamins. Donc, je suis intervenue avec une journaliste allemande sur ces questions d'IA, les algorithmes, etc. Donc, c'est des outils qui du quotidien pour ces jeunes, en fait. Il y avait 80% de la salle qui était là parce qu'ils étaient obligés d'être là. Et on leur sert le petit blabla sur les relations franco-allemandes, et De Gaulle et Adenauer, des photos de vieux hommes avec des photos en noir et blanc qui déjà à l'époque étaient vieux pour leur âge, si tu veux. Enfin, pour l'époque. De Gaulle et Adenauer, dans 1960, c'est déjà des vieillards, en fait, si tu veux. Et il faut vraiment avoir envie de s'intéresser à la France et à l'Allemagne, aux franco-allemands, quand tu as 25 ans aujourd'hui, parce que de prime abord, c'est pas sexy. Enfin, c'est pas cool. Enfin, toi, oui, je vais m'engager dans le comité de jumelage de ma commune. Tu te retrouves qu'avec des gens qui ont 70 ans ou 80 ans. Et donc, oui, je vais aller en France et tout. Et tu vois, tu te retrouves dans des familles en France de gens qui tiennent le comité de jumelage franco-allemand de la commune au fin fond de la Bourgogne, je ne sais où. Et tu te retrouves j'ai fait une interview récemment avec une jeune fille, Katharina, qui avait 21 ans et qui, depuis l'âge de 16 ans, cherche à monter un jumelage avec la France pour sa commune en Allemagne. Super nana. Vraiment engagée, elle adore la culture française, la musique, tout ça. Elle parle français, ça lui plaît. Et donc, elle dit, ma commune n'a pas de jumelage. Donc, je cherche un jumelage en France. Elle a trouvé une commune qui pourrait être intéressée. Elle y va, elle dit, c'est des gens, ils ont 80 ans. Donc, elle dit, je passe 3 jours chez des gens qui sont même plus âgés que mes grands-parents. Elle dit, alors, ils sont gentils, ils me posent des questions sur mes études, qu'est-ce que tu vas faire, Katharina, etc. Mais elle dit, mais au bout d'un moment, enfin... C'est pas l'objectif, quoi. Non, mais elle dit, y a pas la base commune pour faire un truc durable.
Toi, tu te projettes pas dans une relation d'amitié profonde avec quelqu'un qui a 70 ans de plus que toi ou 60 ans de plus que toi. Tu peux avoir des relations très fortes et heureusement d'ailleurs qu'il y a des relations transgénérationnelles fortes et puis on aime tous discuter avec nos grands-parents ou des personnes âgées. Mais tu bâtis pas un truc, tu te projettes pas dans quelque chose, quoi. Et ça, c'est vachement dur et c'est vrai que c'est parfois je dirais pas que c'est décevant parce qu'à chaque fois ces soirées sont hyper agréables, les gens sont vraiment gentils et ont envie de faire quelque chose et leur cœur battent pour le franco-allemand et pour l'Europe et tout ça, mais tu sens que c'est un projet c'était une utopie dans les années 60, 70, qui a quelque chose qui faisait battre leur aujourd'hui pour faire battre le cœur en disant ouais, on va partir en bus au fin fond de la province allemande pour faire vivre le franco-allemand, quand pour le même prix, tu peux aller faire la fête à Ibiza. Si tu veux, c'est difficile de motiver les jeunes. Après, il y a des projets, pour revenir à ce que je disais. Quand tu dis, on va pas faire du franco-allemand, mais on a un projet de végétalisation des façades dans notre commune, et on va voir ce que fait la commune de Ulm ou la commune de Aschaffenburg ou la commune de Chemnitz, comment ils ont géré dans la ville la rénovation du centre-ville avec des façades végétalisées, on fait une sorte de voyage. Là, tu te retrouves avec des gens qui ont 35 ans, 40 ans, qui n'ont pas jamais appris l'allemand, qui n'ont pas une fibre franco-allemande et qui se retrouvent à tisser des liens avec des personnes de ces communes allemandes. Alors souvent, tout ça se fait en anglais, et ma foi, pourquoi pas. Voilà. Après, si ils ont envie d'apprendre l'allemand ou d'apprendre le français parce qu'ils ont envie d'y passer beaucoup de temps, ils le font. Ou alors ils se débrouillent autrement, mais je pense que cette question des langues, il est important d'avoir des gens qui parlent bien les deux langues, mais il ne faut pas que ça soit la condition initiale pour organiser le voyage. Il ne faut pas dire ce voyage n'est réservé que si vous savez parler allemand ou si vous savez parler français. Donc tu penses que c'est l'angle qu'il faudrait changer ? Alors, il est déjà en train de changer. Et il y a beaucoup d'institutions franco-allemandes qui connaissent actuellement... D'ailleurs, on peut parler de la crise du franco-allemand ou pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une prise de conscience de la société civile franco-allemande qu'elle a un rôle à jouer. Et notamment, donc il y a des institutions, que ce soit l'Office franco-allemand pour la jeunesse ou le Fonds citoyen, par exemple, ou même des think tanks un peu qui existent depuis hyper longtemps, qui disent « je ne vais pas faire un voyage franco-allemand, un échange franco-allemand, oh là là, j'emmène la classe faire, tu vois, mais je vais faire un voyage thématique sur, j'en sais rien, sur, je te dis, voilà, l'installation d'éoliennes en zone rurale, et donc ou alors là, il y a eu en marge de la Grüne Woche à Berlin, donc l'équivalent du salon de l'agriculture. Toutes choses égales par ailleurs, mais bref, le salon de l'alimentaire ici à Berlin, il y a un groupe de jeunes agriculteurs français qui est venu passer 4-5 jours ici. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément fait de l'allemand. Toi, c'est des agriculteurs, ils ont fait un lycée agricole, ils ont plutôt fait de l'anglais et donc, ils sont partis faire un échange avec des agriculteurs allemands. Et donc, ah bon, comment vous faites ? Quelles pratiques vous faites ? Pourquoi vous êtes... Ah, vous mettez vraiment beaucoup d'éoliennes dans nos champs. Nous, en France, on a du mal à le faire ou on veut pas le faire pour telle ou telle raison. Et en fait, tu te retrouves que on n'a pas besoin de se dire qu'on fait du franco-allemand pour faire des choses ensemble. Et là, tu touches vachement de jeunes. Et là, effectivement, il faut dépasser le simple récit classique de la réconciliation. Ah, il faut se réconcilier pour pas faire la guerre. Ou on s'est réconcilié, c'est magnifique, c'est extraordinaire, etc. Katharina, elle me disait, mais moi, c'est pas pour ça que je veux un jumelage avec ma commune. C'est pas parce que je veux faire de la réconciliation. La réconciliation, elle est faite, en fait. Mais par contre, je veux construire des choses en européen. Je veux qu'on échange, je veux qu'on vive des choses ensemble, en quelque sorte. Et je pense que ce changement de récit, il peut être déterminant dans les prochaines années en disant, nous, ensemble, on va, en tant que Français et Allemands, on va réfléchir à l'agriculture bio dans les cantines, la nourriture bio dans les cantines. Telle commune en Allemagne le fait à toute petite échelle, ça fonctionne bien. Moi, je vais faire un voyage d'études, moi, commune française, pour voir comment ils ont fait. Et est-ce que c'est transposable ou pas transposable ? Je donne toujours l'exemple d'un type que j'avais rencontré à Chemnitz, donc au fin fond de l'Allemagne de l'Est, lors d'un congrès du Forum pour l'avenir franco-allemand. Donc le type venait de Brest. Ah oui. Donc tu peux pas faire plus éloigné. Et lui, il faisait de la rénovation du tissu urbain, habitat social, donc en Bretagne.
gérait la rénovation du parc HLM de Brest sur isolation, notamment thermique, les passoires thermiques, tout ça, etc. Et donc, il était en voyage d'études à Chemnitz. Et je l'ai revu après à un autre moment. Et lui dit moi, j'ai gardé des contacts avec les types à Chemnitz. On se voit, on s'écrit tout le temps, etc. Et ça se passe super bien. Mais lui, il n'a pas l'impression de faire du franco-allemand, tu vois. Mais juste, ils travaillent ensemble, en fait. Ils échangent ensemble. Et là, tu touches des jeunes. Parce que sinon c'est dur. Si tu es vraiment sur une thématique et ces sociétés franco-allemandes et ces groupes, ces fédérations d'acteurs pour franco-allemands, pour l'Europe, la FAFA notamment, etc., il faut vraiment qu'ils essayent de mettre de la thématique. En fait, il faut vraiment renouveler le discours sur la France et l'Allemagne. Ouais. Et parce que si tu es encore sur on est des vieux et on fait la paix. Et là où c'est intéressant, c'est que pour revenir à la paix, moi, pendant longtemps, ça m'a saoulée qu'on me dise « Ah, tu fais du franco-allemand pour la paix ». Non. En fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a un danger d'un retour de la guerre. Et en fait, je dis il faut faire les choses ensemble pour pas que la guerre arrive, en fait. Donc, maintenant qu'on est réconciliés, il faut être à l'étape d'après, en quelque sorte. Mais ça, ça demande un gros changement de logiciel et aussi de laisser faire. C'est-à-dire que ces vieux acteurs historiques disent c'est pas comme ça que j'ai fait du franco-allemand pendant des décennies, mais maintenant je laisse faire les autres, quoi. Et je me dis ouais, je vais faire un spectacle de hip-hop au ministère des Affaires étrangères allemand, comme c'était le cas le soir de la journée franco-allemande, avec un groupe de filles clairement d'origine immigrée, côté français comme côté allemand. Et donc elles faisaient du hip-hop à Lyon et à Francfort. Et donc ça faisait plusieurs années que les deux clubs de hip-hop, de street dance, tout ce que tu veux, se retrouvent pour faire des échanges entre eux. Et les jeunes femmes, elles avaient, je sais pas, entre 16 et 23 ans peut-être. Ça faisait 4-5 fois qu'elles se voyaient. Elles gardaient des contacts. Elles se parlaient par Snap, par Insta, par machin. Et c'était un groupe de potes, quoi. Et elles ont fait un spectacle de hip-hop à fond la caisse sur le parquet du ministère, sous les luces du ministère. Il y avait un peu un clash des cultures, mais en fait, il faut accepter ça, quoi. C'est-à-dire que là, tu as du franco-allemand par la danse. Clairement, elles se parlaient ni en allemand ni en français entre elles, mais tout en anglais ou en je ne sais quoi, tu vois. Et elles ont fait une choré, qu'elles ont travaillé ensemble. Pleine d'énergie, pleine de vie, pleine de joie de vivre, pleine de... ça faisait du bien, quoi. Après, c'était un peu fort et que c'était un peu... Je vois bien qu'il y avait certains qui étaient un peu choqués qu'on propose ça. Mais c'est de la marche des choses aussi. C'est de dire, je suis pas... Pour moi, le franco-allemand, il faut savoir parler allemand ou ceci, cela, ou pas, en fait. Ouais. Ça me fait penser à... Tu vois, comme si tu avais... Pendant longtemps, le franco-allemand, c'était l'analyse de la prose. Et en fait, maintenant, t'as pas envie d'analyser comment on écrit une phrase ou quoi, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ouais, et puis de se dire... En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience quand même du caractère unique, exceptionnel et assez magique du franco-allemand. Je veux dire, aucun autre pays, nulle part ailleurs dans le monde, il y a de tels liens. Et on est parti de loin quand même, tu vois. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas sûr que les mauvais plis nationalistes ne nous séparent pas un jour. Tu vois, moi, je l'exclus pas. Mais ceux qui empêcheront que mon fils, mon petit-fils, ma petite-fille foutent un coup de baïonnette dans le bide d'un Français et d'un Allemand, c'est justement la société civile franco-allemande. Enfin, je vois mes gosses, je leur dis un jour s'il faut aller se battre, ils vont dire je vais pas me battre contre un Allemand, contre un Français. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, je dis parfois ça, c'est à ces comités franco-allemands, donc ces vieilles personnes. Je pense notamment, j'interviens souvent à Potsdam, et donc qui est jumelé avec Versailles. Et ils sont très, très, très actifs. Ils organisent plein de choses. C'est toujours très varié leur discussion, mais ce sont des seniors. Là, ils ne sont pas en déambulateur, mais ils ont entre 60, 70, 80 ans, quoi, tu vois. Et eux, je leur dis, faut que vous ayez... vous avez l'impression d'être un peu des dinosaures d'un ancien temps et que les jeunes ne veulent plus venir. Mais mine de rien, cette construction qui a été faite à ce moment-là, elle a abouti aujourd'hui à une situation où toutes ces familles franco-allemandes qui existent, elles seront les boucliers humains si jamais ça part complètement en vrille, en fait, entre la France et l'Allemagne. Ces gens-là, ils vont pas se battre. Ou ils entreront en résistance contre cette... Et je pense que, d'ailleurs, on le voit,
Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a un an, Jill Evans à Munich avait tenu un discours extrêmement dur contre les Européens en disant que c'était un modèle qu'il voulait combattre parce que la régulation, les valeurs, free speech, ça n'allait pas du tout avec ce qu'il voulait, ce qu'il prônait. Et dans la stratégie nationale américaine de sécurité nationale qui a été publiée début décembre, il y a clairement le fait que l'Europe est une civilisation en déclin, qu'il y a une mort de civilisation, une dégénérescence en quelque sorte, et que donc les réseaux de Trump, MAGA, cherchent actuellement en Europe des soutiens pour défendre les valeurs européennes qui pour eux sont les valeurs historiques, donc une chrétienté blanche, famille traditionnelle, etc., etc. Donc le modèle MAGA transposé en Europe. Et donc parmi les alliés identifiés, il y a notamment l'AfD, l'Alternative für Deutschland, donc le parti d'extrême droite allemand. En France, c'est plutôt d'ailleurs Reconquête que le Rassemblement national. C'est intéressant de voir. Mais en tout cas, en Allemagne, c'est l'AfD qui est identifié comme étant un allié dans cette lutte civilisationnelle pour empêcher la dégénérescence de l'Europe affaiblie et qui risque de disparaître sous des flux migratoires et woke qui menacent donc l'identité réelle de l'Europe à leurs yeux. Et donc, ils ont identifié l'AfD comme étant un allié. Et ce qui est intéressant, c'est que là, l'AfD, au mois de janvier, a posé une question écrite au gouvernement fédéral allemand en lui demandant très clairement le coût de la politique franco-allemande. Donc, combien est-ce que l'État fédéral allemand investit dans la relation franco-allemande, donc notamment en subventionnant l'OFAGE, le Fonds citoyen, les jumelages, tous les groupes d'échange de société civile, notamment en disant mais c'est de l'argent qui sert à quoi ? Et c'est clairement, je pense, une tentative de dire on ne veut plus financer cette politique-là. On ne veut pas de politique de rapprochement franco-allemand en faveur de l'Europe. Et ce parti, il demande clairement, enfin c'est une forme d'intimidation, hein. Et alors est-ce que c'est téléguidé par Trump ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, il y a pour eux la politique franco-allemande et ce que font ces petites sociétés franco-allemandes à leur petite échelle en organisant une petite soirée autour de Camembert Diagramme, le livre de Nadia Pantel, etc. C'est pour eux, clairement, une politique qu'ils comptent combattre. En tout cas, qui coûte trop d'argent à l'État allemand. Enfin, c'était l'idée de leur requête, quoi. C'est de dire, pourquoi dépenser de l'argent pour ça ? Alors que moi qui complète mes impôts depuis quelques années, quand tu vois ce qui est déductible, pas déductible, etc., tu te dis, là, si tu veux connaître la politique d'un pays, remplis tes impôts en regardant exactement ce que tu peux déduire et ça révèle beaucoup. Emmanuel Macron a fait porter une réforme de la redevance. Donc aujourd'hui, la redevance qui finance les médias publics en France, elle n'est plus payée par l'impôt, puisque les Français ne payent plus de redevance. Elle est payée, donc c'est un poste du budget chaque année. Ce qui veut dire que si y a une majorité parlementaire contre un financement des médias publics, les médias publics n'ont plus de financement en France. Alors que tant que c'est payé par l'impôt, tu peux te dire, voilà, automatiquement, ça va automatiquement au financement des médias publics. Ça, je trouve que c'était de la part d'un type comme Emmanuel Macron, qui se positionne comme étant tout le temps, justement, libéral, modéré, pro-européen, etc., etc. Enfin, c'est quand même le discours qu'il présente, tu vois. D'avoir fait cette démarche, alors qu'on était en grève auprès d'Europe 1 avec le JDD en disant attention à la concentration médiatique, attention, nous sommes attachés à la pluralité de l'information et la pluralité des supports d'information, d'avoir parallèlement au combat de certains journalistes au sein des rédactions, d'avoir cette décision prise au plus haut sommet de l'État de dire finalement les médias publics on va les financer sur le budget. Alors certes ça veut dire que parfois on peut avoir plus d'argent, mais la tendance c'est quand même de moins en moins d'en fournir. Et ça je trouve c'est aussi intéressant sur l'AfD, tu vois, clairement de dire là ils ont chiffré combien coûtait le franco-allemand à l'État allemand. Et leur deuxième question, la question B, c'était et combien ça rapporte ? Combien ça coûte et combien ça rapporte ? Évidemment, ça rapporte rien. Enfin, ça rapporte l'éducation à l'Europe, ça rapporte des rapprochements, ça rapporte l'envie de faire des choses ensemble en franco-allemand et donc de porter le projet européen. Et ça rapporte en fait tout ce que l'Europe apporte à la société allemande. Et pour eux, évidemment, c'est pas quantifiable. Et donc, s'ils arrivent au pouvoir, comme a fait Trump l'année dernière quand il est arrivé et qu'il a coupé des fonds d'énormément d'NGOs ou de think tanks, tu coupes tout simplement les fonds du franco-allemand. Et cette société civile se retrouvera sans fonds.
il ne faut pas tourner autour du pot, ça va être des temps d'obscurité. Mm. Je pense qu'on va traverser une période compliquée, et noire, et obscure, au sens d'opposition aux lumières, si tu veux. Mais pour ceux qui cherchent la lumière, il y a toujours la possibilité d'allumer la lumière. Et un jour ou l'autre, il faudra reconstruire le monde d'après. En fait, même l'obscurantisme, il ne dure jamais éternellement, parce que je pense qu'il y a une aspiration profonde des hommes à la liberté. Des hommes, des femmes, de l'être humain à la liberté, en fait. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, et c'est une vraie question que je me pose quand parfois je m'adresse à des jeunes ou quand j'éduque mes enfants, de me dire oui, je vous sors de votre zone de confort et lâche le téléphone et arrêtez de même si ça vous paraît dingue, allez lever le nez et regarder autre chose et expérimenter autre chose et vivre autre chose, parce qu'un jour, vous aurez besoin de ces capacités cognitives et de ces capacités humaines. Et il faut les entretenir absolument, parce que sinon, vous ferez partie de ceux qui seront dans un vide terrible le jour où les machines feront tout, en fait. Il faut pouvoir avoir cette capacité d'avoir des pensées libres. Si on est enfermé dans un système idéologique, enfermé dans un système qui nous broie ou qui nous empêche de faire quoi que ce soit, il va falloir se réfugier dans autre chose, d'où l'importance sans doute, et de réguler les plateformes, de réguler au niveau européen c'est une question de souveraineté cognitive, en fait, de protéger nos cerveaux et de protéger surtout les cerveaux de nos jeunes. Aurais-tu 3 ouvrages à nous recommander ? Alors, effectivement, sur les médias en soi, le petit essai donc, de Olivier Legrain, qu'il a écrit avec Vincent Hédin, c'est aux éditions Payot, donc, qui s'appelle « Sauver l'information de l'emprise des milliardaires ». Hyper intéressant, parce qu'il redonne vraiment des chiffres, il met en perspective les choses, etc. etc. Ça, j'ai trouvé que c'était... Je l'ai lu cet été et j'ai trouvé que c'était... ça permettait de poser des bons jalons, en fait, et d'avoir un peu des ordres de grandeur et de la rapidité avec laquelle les choses se font. J'ai relu effectivement là dernièrement Le meilleur des mondes, donc Brave New World en anglais, Aldous Huxley, parce qu'on parle toujours de 1984. Ah oui, moi je trouve que Le meilleur des mondes, c'est mon préféré. Je pense que c'est plus pertinent, en fait. Exactement. Moi, le moment où il raconte la destruction de la beauté, c'est à ce moment-là que j'ai dit ce livre, et pour moi, il a touché à des trucs tellement sensibles et tellement précis que d'abord je le trouve beaucoup plus digeste que 1984, parce que c'est un pavé, alors que Le meilleur des mondes est tout fin, et il est beaucoup plus précis et déterminant dans ce qu'il décrit. Je trouve que beaucoup d'autres livres que j'ai lus. Il y a eu une nouvelle traduction il y a quelques années, et je trouve qu'elle est vraiment... Moi, je l'avais en livre de poche il y a hyper longtemps, et j'ai réécouté en version audio la nouvelle traduction. Et je trouve qu'elle est plus adaptée aussi Enfin, elle fait plus écho à notre monde contemporain, en fait, par l'utilisation des traductions. Tu sais, il invente beaucoup de mots, en fait. Ouais. Et donc, je trouve que ça, franchement, c'est vachement bien. Je recommande le podcast Propagation. Voilà. Et puis Camembert Diagramme, puisqu'on a parlé de Nadia Pantel. Et j'aime bien aussi, en sortie à peu près au même moment, il y a le Tour de France de Jean-Marie Magro, qui lui a fait un Tour de France en vélo. Donc il est sur le thème un petit peu justement plutôt du vélo et du Tour de France et du cyclisme en France, et il va dans ces petites communes, etc. Tandis que Nadia, elle, aborde la France par la bouffe, en quelque sorte, même si Jean-Marie mange aussi beaucoup. Et les deux sont assez complémentaires, c'est en allemand dans les deux cas. Et je pense que ça, ça permet d'avoir je trouve que le livre de Nadia, y compris pour les Français, était vraiment un très très bon portrait de la France contemporaine. Celui de Jean-Marie, alors en fait, c'est une question de goût, en fait, je pense aussi. Moi, ça me fait pas trop kiffer le vélo, donc je pense que j'ai peut-être un peu préféré celui de Nadia à la lecture. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup de rencontres que décrit Jean-Marie au fur et à mesure de ces trucs qui font mouche aussi dans les débats contemporains en France. Donc ça, je trouve ça... voilà, ce seraient les 3 ouvrages, on est sur 3. Ouais. Parfait. 3 plus un podcast. Impeccable. Pour quelle raison on peut te contacter ? Pour quelle raison on peut me contacter ? Alors, pour me donner de l'argent. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, c'est pas pour moi, dans ma poche. Enfin, je veux dire, l'argent, et je l'investis 100% dans le podcast. Donc, évidemment, ça me permet de vivre, mais c'est aussi, je quantifie, quand j'ai des dons, je dis aux gens, bah voilà, globalement,
ça va me permettre de financer tel reportage, ça va me permettre de financer ci, de me financer ça, et je peux je suis relativement transparente sur ce que coûte en fait la réalisation de chaque épisode. Donc oui, je cherche des sponsors, des mécènes, des gens qui veulent peut-être juste soutenir un projet médiatique 100% indépendant, 100% pour le projet européen, en fait, en quelque sorte. Comme je disais, l'idée, c'est de mieux se connaître, pour mieux se comprendre et pour faire des choses ensemble, réaliser des choses, se bouger et puis être seulement dans le constat apeuré, le lapin dans les phares de la bagnole en disant mon Dieu, Trump va nous bouffer, Poutine est à nos portes, que faire, tu vois. L'idée, c'est en fait, on peut faire plein de choses. Mais déjà, il faut qu'on comprenne pourquoi, quand le président français dit une chose, les Allemands directs lui disent nine, tu vois, pourquoi, comment ça se fait. Donc voilà, donc on peut me contacter pour ça. Après, comme la personne qui m'a contacté pour on va donc faire l'épisode ensemble, ce sera un épisode autour de l'Afrique et de la politique africaine de l'Allemagne. Et donc, il m'a proposé en fait le sujet. En fait, il m'a dit, je pense que ça serait intéressant de voir comment l'Allemagne se positionne aujourd'hui sur le continent africain. Et tu avais fait un épisode, donc j'ai fait un épisode en 2022 sur la politique africaine de l'Allemagne. Là, on est 4 ans plus tard. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a évolué, la présence militaire des Allemands en Afrique, la politique de développement, et puis tout simplement la politique, les relations politiques, géopolitiques. Que ce soit le président allemand qui a réussi à faire sortir d'Algérie Boualem Sansal, c'est intéressant. Comment l'Allemagne se positionne sur des créneaux qui étaient plus réservés à la France autrefois. Donc voilà, je travaille. Et là, vraiment, pour donner cet exemple, ce type est venu en me disant, écoute, moi, je peux disposer d'un petit budget, ça m'intéresse de faire ça, parce que lui, il travaille beaucoup avec des startups africaines et des startups allemandes, il les met en relation. Et donc, il dit, moi, ça m'intéresserait d'avoir ta façon de raconter la politique génial. allemande en Afrique. Et donc là, je suis en train de réfléchir auquel moment on va le faire. Donc, il me laisse complètement les mains libres. Et c'est ça qui est hyper cool. C'est vraiment cette liberté éditoriale. Je vais choisir les interlocuteurs. Je vais choisir le reportage. Je vais choisir le moment où je vais le diffuser. Mais puis, au début, il y aura cet épisode est donc soutenu par tel groupe. Voilà. Et c'est une bonne idée, en fait. S'il y a c'est une autre idée pour me contacter. J'ai depuis longtemps l'idée de faire des épisodes 100% dans une autre ville allemande. Donc travailler avec je sais pas, une super start-up franco-allemande qui est basée je sais pas où, à Heilbronn ou à Osnabrück, et donc je pars faire un épisode entier sur place sur qu'est-ce qu'il y a en franco-allemand, que la ville de Osnabrück, comment elle se positionne en Allemagne, etc. Là, je pars début mars, je serai en Bade-Württemberg, parce qu'il y a des élections en Bade-Württemberg, et je ferai un épisode 100% sur place aussi. Génial. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ? Merci d'avoir ouvert le micro, merci à toutes celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Il y en a beaucoup. Faites-nous signe. Parce que j'ai fait des gros monologues et qu'il faut rester longtemps à l'écoute. Et c'est hyper... franchement, les gens qui écoutent des podcasts pendant des heures sont pour moi des... je trouve que c'est hyper fort, parce que dans ce monde où tout se fait très vite et où il faut être très rapide et très percutant et très... 9 secondes d'attention, de se lancer dans l'écoute de podcasts longs, je trouve que c'est une démarche qui est hyper saine et admirable. Tu sais que j'ai repensé récemment et je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes que j'interviewais, chacune à leur manière, étaient quand même très artisans de ce qu'ils faisaient. Donc tu vois, ils mettent beaucoup d'attention, de précision, de travail, de discipline dans ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça assez admirable et génial que ces personnes-là acceptent de venir raconter ce qu'elles font. C'est hyper intime aussi de dire pourquoi on fait les choses, quelles sont nos convictions profondes. Je trouve ça très courageux aussi. Donc je comprends ce que tu veux dire avec le fait de dédier son attention et son écoute. Et de l'autre côté, quand tu as des gens qui sont si passionnés et investis dans ce qu'ils font, c'est génial de pouvoir les écouter et qu'ils le partagent en fait. En marge du prix Elsie Kuhnleitz, donc qu'ont reçu mes 2 collègues dont elles m'ont donné le prix. Donc Elsie Kuhnleitz, c'est une résistante allemande. Famille Leitz, c'est les gens qui possèdent le brevet du Leica, donc Leitz Camera, donc l'appareil photo. Et donc ils ont été évidemment mêlés au Troisième Reich d'une façon ou d'une autre en tant que grande entreprise allemande, etc. Et Elsie Kuhnleitz
résister à sa manière, à son petit niveau. Elle a eu le mérite de le faire. C'est pas une grande résistante, mais elle a eu le mérite de se positionner. Et en marge de ce prix, il y avait une réflexion sur le courage de s'opposer, le courage de dire les choses, le courage juste ou de ne pas dire et de se taire ou de se positionner différemment. Et quelqu'un disait qu'il y avait une forme de courage à chercher la vérité et à écrire la vérité, en fait, dans ce monde où la vérité, pas la vérité, ça n'a pas beaucoup de sens. Et il y a un courage à vouloir dire la vérité. Et je trouve qu'il y a un courage à aller écouter des formats longs et d'aller se confronter à la lecture d'un article très long, d'aller regarder 1h30 de reportage sur le Groenland pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Groenland, si tu veux, et pas de se dire ouais, c'est bon, j'ai vu 4 reels sur Instagram de certes 2-3 journalistes que je connais et ça me suffit d'avoir eu 3 minutes d'information. Et d'avoir ce courage de s'informer. En fait, comme il y a un courage de fournir la vérité, tu vois, c'est courageux dans plein de pays d'être journaliste. Moi, je ne mets pas ma vie en jeu, mais beaucoup de journalistes dans le monde mettent leur vie en jeu. Et donc, le courage de s'informer, il est aussi important que le courage de fournir l'information au plus près la vérité. Donc, tous ceux qui écoutent, qui font cette démarche, qui vont loin, qui vont à ces réunions, qui se disent « mais je m'engage et je vais le faire », chapeau bas. Et moi, je pense toujours à ces femmes et ces hommes quand je parle, parce que je pense que c'est fondamental que ces gens-là ne se sentent pas seuls et se disent finalement, en fait, oui, je ne suis pas complètement fou à vouloir écouter une symphonie de A à Z, quoi. Merci beaucoup, Hélène. De rien, merci à toi. Bravo, vous avez écouté ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi jusqu'au bout. Vous retrouverez l'ensemble des notes liées à l'épisode sur le site internet www.berlindetoi.com. Vous pouvez nous soutenir en mettant une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également souscrire à la newsletter sur Substack et je me réjouis de vous retrouver sur LinkedIn ou Instagram à Berlin de Toi.